Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedit, les aventuriers de l'étrange. Gesilorio Mazzarini, soutiene Redina Force. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Ce soir sur Sud Radio, nous allons parler de la radiesthésie. La radiesthésie qui est un phénomène tout à fait étonnant. Comment, avec un bout de ficelle ou une simple chaîne avec au bout un poids en forme ronde ou oblongue, peut-on obtenir des réponses à des questions ? Un radiesthésiste est justement capable d'obtenir des réponses à des questions dont lui-même ignore la réponse. Alors, comment cela fonctionne-t-il ? Jusqu'où un radiesthésiste peut-il aller ? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ce soir avec notre premier invité, Jean-Louis Crozier. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'accueillir une nouvelle fois sur la chaîne Sud Radio. Ah écoutez, c'est avec plaisir, c'est avec grand plaisir. D'autant que nous nous sommes découverts des amitiés communes, figurez-vous. Exact. Vous habitez dans l'Ardèche, à Aubenas, une jolie petite ville, et vous êtes radiesthésiste depuis combien de temps maintenant, Jean-Louis Crozier ? Je ne peux pas dire que je suis tombé dans ce domaine, disons, en naissant ou comme... on pourrait dire comme notre cher petit Gaulois français. Oui, Obélix. Tombé dans la marmite. Oui. Et enfin, c'est un petit peu cela parce que mon grand-père était sourcier quand j'étais enfant, j'avais 4-5 ans, et je l'aidais pour chercher des sources, donc je lui mettais des pierres dans la main gauche, et lui, il avait une montre à avec une chaîne, un gousset, une montre à gousset, et chaque fois que je mettais une pierre dans sa main gauche, elle représentait 1 mètre de profondeur. Puis après, quand on avait trouvé une profondeur, on passait au débit de la source, c'est-à-dire une pierre 1 litre minute. D'accord. Mais c'était un jeu, c'était amusant. Oui. Alors, vous avez aidé à plusieurs reprises les forces de l'ordre, la gendarmerie, les pompiers ou encore des secouristes en montagne à retrouver des personnes disparues. On va en parler largement, évidemment, avec vous sur Sud Radio jusqu'à minuit. Vous allez nous expliquer comment vous travaillez et quels sont surtout les résultats que vous avez obtenus. Je recevrai d'autres invités dans le courant de cette émission. Vers 23h, un deuxième invité qui, lui, met son talent de radiesthésiste au service des fouilles archéologiques. Il nous racontera comment il travaille et quels sont les résultats qu'il a obtenus. Enfin, en troisième et dernier invité, aux alentours de 23h15, un journaliste écrivain viendra nous rejoindre, quelqu'un que vous connaissez bien, Jean-Louis Crozier, puisqu'il s'agit de Jacques Mandorla. Ah, bien sûr. Puisque vous avez écrit ensemble un livre justement sur la radiesthésie. Alors là maintenant je m'adresse à ceux et celles qui nous font l'amitié d'être avec nous tous les samedis et dimanches soirs à l'écoute de Sud Radio. Je suis sûr que vous êtes quelques-uns qui écoutez cette émission à utiliser le pendule. Alors je vous invite à venir nous rejoindre pour nous expliquer ce que vous en faites de ce pendule et les résultats que vous avez obtenus. Vous pouvez nous contacter par deux moyens, par SMS. Vous envoyez donc sur votre téléphone portable un SMS, vous tapez Sud, vous laissez un espace et ensuite vous rédigez votre question ou votre réaction et vous envoyez le tout au 71 200 ou encore vous pouvez nous appeler par téléphone au 0826 300 300. Cyril est toujours fidèle au poste. 0826 300 300 dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nous parlons ce soir des radiesthésistes. Jean-Louis Crozier, nous allons discuter avec vous de votre métier, de ce métier que vous exercez depuis plusieurs dizaines d'années. Et votre spécialité est la recherche de personnes disparues. Alors, d'abord, on va parler de la manière dont vous procédez. Admettons que des gendarmes ou des pompiers vous appellent et vous disent, voilà, on recherche quelqu'un dans tel endroit. Et à partir de
de ce moment-là, quelles sont les questions que vous posez? Qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir comme information? Et qu'est-ce que vous faites pour commencer à travailler? Surtout, il faut très peu d'informations. C'est-à-dire, la première, c'est de savoir que une personne a disparu de tel endroit, de tel village, de tel quartier, si vous voulez. Avoir des cartes IGN, si possible, au 25 millième pour travailler. Oui. Et à partir de là, avec des photos du disparu ou de la disparue, je vais dire de suite, elle est vivante ou il est vivant, ou bien il est vivant mais il est blessé, ou pour moi, il est mort. Oui. Alors, en fonction de ces 3 questions de départ, tout si c'est en pleine soirée comme maintenant, supposition, la gendarmerie va dire, il fait nuit, le terrain où ça se passe, c'est dangereux, on n'a pas à faire des recherches maintenant parce qu'il y a trop de risques pour les sauveteurs. Oui. Mais si je dis le disparu est vivant et blessé, il faut y aller. Je pas vous le garantir avec 100% de preuves, mais presque. Là, à ce moment-là, on m'écoute attentivement parce qu'il y a la vie d'une personne qui est en jeu. Mhm. Alors, supposition, quand je dis qu'un disparu est mort, comme maintenant à 22 heures, que les gendarmes ou les pompiers ne font la recherche que le lendemain matin quand il commence à faire jour, et on s'aperçoit que le matin, quand on trouve la personne là où je l'ai indiqué, elle est morte depuis 1 heure ou 2 heures. À cause de moi, on n'a pas cherché le disparu parce que je me suis trompé. Oui. Donc, la conséquence de mon travail est très lourde. Quand on dit le disparu vivant, il faut y aller. Quel que soit le moment, même si on est fatigué, croyez-moi, ça m'a coûté très cher au point de vue santé. Les disparus m'ont beaucoup abîmé, au point de vue physique et, on pourrait dire, médical. Oui. Bon, depuis l'âge j'ai retrouvé mon premier disparu, j'avais 16 ans. Donc c'était en 1960. Ah oui, effectivement, vous avez commencé très jeune. Mais alors, si je me souviens bien, notre première rencontre, vous m'aviez dit à ce moment-là qu'il fallait que vous soyez averti très vite après la constatation de la disparition. C'est-à-dire que plus on agit vite, c'est comme parce que j'ai 2 casquettes, si vous voulez. Bon, je suis radiesthésiste, c'est un peu un côté passion. Donc j'ai été pompier pour être radiesthésiste, j'ai été embauché par les pompiers pour pouvoir me déplacer avec des véhicules prioritaires, tout ça. Et ce qui me permet de vivre et aussi de faire certaines choses, je suis magnétiseur. Mmh. C'est un autre créneau. Ouais. Mais disons, c'est beaucoup moins fatigant. Donc il faut bien faire la distinction entre le métier de radiesthésiste où je peux perdre en gros 1 kilo à l'heure en restant assis dans mon bureau. Ah bon? Oui. Alors quand vous avez par malchance 1 ou 2 disparus dans la même journée et des choses urgentes, vous vous imaginez à la fin de la journée comment vous pouvez être. Ah oui, vous devez être complètement lessivé, complètement à plat. C'est le mot, oui. Oui. Et donc j'ai retrouvé un premier disparu, j'avais même pas 17 ans encore. Et il y a peut-être un symbole dans ce premier disparu, c'est que ce jeune homme que j'avais trouvé la photo dans le journal de ma région, d'Aubenas, bon, une photo, ce jeune homme a disparu, bon, je prends la photo dans le journal, on m'avait dit que je pouvais trouver disparu, bon, je ne l'avais jamais fait. Et je prends donc l'adresse de ce jeune homme, j'avais le nom de la ville là où il habitait, oui. Donc au nord de Valence, exactement à Tournon, dans le département de l'Ardèche. Et sur une carte de France, j'ai suivi sa trace très rapidement jusqu'à Marseille. Et mes parents avaient un plan de Marseille, j'ignore pourquoi, je ne me rappelle plus. Oui. Et sur ce plan, je trouve un quartier. Bon, à l'époque, le téléphone était assez rare. J'ai dit, tu as trouvé un résultat, le plus simple, c'est d'écrire. Alors j'écris Monsieur Untel, voilà, je suis radiesthésiste amateur, voilà, je trouve votre fils à Marseille, dans tel quartier. Et 4 jours après, au courrier, une lettre, Monsieur Crozier, merci, on a retrouvé notre fils. Grâce à vous, la brigade de recherche de Marseille vers la gare de Saint-Charles a pu récupérer notre enfant. Merci beaucoup. Et c'était signé Monsieur X, gendarme, ou gendarmerie de Tournon. Alors il y a un peu le symbole pour un radiesthésiste de se retrouver à faire une première recherche et déjà de me retrouver dans le bain gendarme. Ouais. Ça m'a suivi toute ma vie en fait. C'est-à-dire que vous avez la première personne disparue que vous avez retrouvée était le fils d'un gendarme. Voilà. Ah oui, c'est particulier, effectivement. C'est quand même, et vous savez, quand on a 16 ans et demi, quand ça vous arrive, on se pose quand même beaucoup de questions, parce qu'on dit une simple photo de journal, une carte, on dit qu'il est vivant, qu'il est là, et on le trouve là. Oui.
ça a travaillé un petit peu, j'avoue. Ah bah ça, je comprends que intellectuellement, moralement, vous avez dû vous dire bon alors quelle responsabilité j'ai dans tout ça finalement et est-ce que je vais devoir ou pouvoir retenter le coup encore une autre fois? Eh bien, j'ai mis mon doigt dans l'engrenage et après Ouais. ça a été le bras qui est passé, ça a été l'épaule, ça Et le corps tout tout entier. senti. Alors dites-moi, Jean-Louis Crozier, j'aimerais que vous nous racontiez un cas précis, un cas où vous avez réussi à résoudre le problème, et ensuite vous nous parlerez d'un cas où ça n'a pas fonctionné, et à votre avis, Là, pour quelle j'ai raison ça n'a pas mes cahiers de fonctionné? recherche, parce que si vous voulez, c'était une habitude de mon grand-père qui marquait pas mal de petites choses, et moi j'ai continué naïvement Ouais. à avoir un cahier de recherche où chaque disparu est enregistré avec échec ou réussite, Ouais. de manière à savoir où j'en suis Mhm. et de pouvoir donner des chiffres précis et Ouais. nets. Comme Ouais. au 31 décembre 2005, j'ai permis de rechercher 1283 disparus. Ouais. J'en ai retrouvé 281. Ouais. J'ai 170 échecs connus et en attente, donc des résultats qui ont des fois 30 ou 40 ans d'attente, j'en ai 832. Dont on ne connaît pas la solution Non, encore. parce qu'il y en a que je suis sûr que, enfin, on est sûr que j'ai raison parce que c'est un alpiniste qui a pu disparaître dans l'Himalaya ou certains marins ou disons des confrères de télévision ou de Ouais. radio, Ouais. Ouais. Philippe de Deleuze, Arnaud de Rosnay, Mhm. beaucoup de gens comme ça. Bon, j'ai même fait des émissions pour eux, quoi. Ouais. Mais bon, on est sûr maintenant qu'ils sont morts, mais on n'a jamais pu retrouver, disons, des restes de leur corps. Oui, tout à fait. Alors, racontez-nous un cas précis. Là, vous nous avez raconté rapidement quand vous aviez 16 ans, donc tout jeune homme, cette première personne disparue que vous avez permis de retrouver. Racontez-nous un autre cas que vous considérez comme une réussite. Eh bien, on va encore rester avec les gendarmes, c'est toujours Oui, plus oui. simple. J'ai un 11 novembre, l'année je me rappelle pas comme ça de mémoire, mais enfin, c'était un 11 Ouais. novembre, j'étais chez moi, et le téléphone personnel sonne. Bon, je décroche, et on me dit, voilà, je suis madame Untel, j'ai mon mari qui a disparu en Corse, il était parti se reposer, il devait marcher, et il y a 2 jours, il n'est pas rentré à l'auberge où il devait rester quelques jours. Ouais. Alors, il y a les pompiers, il y a les gendarmes, on le cherche, bon, tout ça. Je dis, mais écoutez, moi je veux bien essayer de faire quelque chose, mais j'ai absolument rien, j'ai pas de photo. Elle me dit, mais c'est pas un problème, on a des amis qui partent de suite de Clermont-Ferrand et qui viennent à Aubenas, qui vous apporteront des cadres, qui vous apporteront des photos. Ouais. Il arrive de suite, il part, il est dans la voiture. Et ce monsieur est arrivé à environ 3h30 après, donc vers 13h30. Mhm. Et de suite, bon, on va dans mon bureau. Et là, je dis, il est vivant, il est à tel endroit dans la vallée de Visanova. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous trouvez? Ben, je dis, je le trouve de ce côté de la vallée, dans le côté ouest. Je dis, mais les gendarmes sont sûrs qu'il est du côté est. Ouais. Tout le monde est là-dessus, sur le côté est. Il y a les hélicoptères, il y a les chiens policiers, il y a les pompiers, il y avait à peu près 120 ou 140 personnes présentes. Mhm. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai point d'écho de ce côté-là. Ce monsieur est là et il est sur la montagne, environ à une espèce de bergerie. Je dis, mais c'est pas possible, enfin, etc., etc. Enfin, j'ai dit, écoutez, le plus simple, on appelle le PC de recherche et on va bien voir. Et coïncidence pour ce monsieur qui a eu de la chance sur toute la ligne, c'est que quand je décroche le téléphone de nouveau pour appeler le PC de gendarmerie, Ouais. je tombe sur un gendarme qui avait travaillé en Ardèche, à quelques dizaines de kilomètres d'Aubenas, et qui me connaissait de nom. Donc déjà, ça a facilité les choses. Oui. Le contact a été beaucoup plus rapide. Oui, oui. Alors il me dit, ça va que c'est vous qui m'appelez, parce que vu où vous situez ce monsieur, que vous dites qu'il est blessé, qu'il est vivant, mais qu'il est blessé, pour aller le rejoindre, on a à peu près 3h30 ou 4 heures de marche. Ouais. Je dis, écoutez, moi, il n'y a que là que je trouve quelque chose et il faut y aller. Il me dit, bon, mais je le dis à un groupe de 3 ou 4 gendarmes d'aller là. Bon, ils avaient la même carte que moi pour travailler, donc on pouvait faire des reports très simples. Mhm. Et donc, les recherches ont démarré. Et le soir, vers 17h30, pour pas dire 18h, le téléphone sonne
Et rien qu'à la voix de la personne qui m'a appelé, j'ai dit, vous l'avez retrouvé? Mais oui, il est vivant, il est blessé, enfin, on l'a évacué par hélicoptère. Où on l'a retrouvé exactement, je demande, mais il m'a dit, on est allé là où vous avez dit, et il y était. Et d'ailleurs, j'ai eu le colonel de gendarmerie de la Corse à l'époque, lieutenant-colonel Del Ponte, qui a envoyé une lettre pour témoigner, disons, de mon résultat, et que je puisse la publier, si vous voulez, dans les livres que j'ai écrits. Donc, quand même, quand un lieutenant-colonel de gendarmerie s'engage par écrit pour témoigner, c'est pas pour même. Et heureusement, ce monsieur, donc, il a eu une fracture de vertèbre, enfin, une fracture de la jambe. Il avait glissé en sautant un tout petit ruisseau, mais comme en 11 novembre, en Corse, à 1500 mètres d'altitude, il faisait froid, il y a un peu de givre. Et il a vu passer l'hélicoptère au-dessus de lui. Il était sur un pré quand il attendait. Il a entendu l'hélicoptère, il a réussi à se traîner là. Mais les pilotes de l'hélicoptère et le mécanicien ou le navigateur regardaient à gauche. Ils n'ont jamais regardé à droite de l'hélicoptère. Et lui, il a vu partir l'hélicoptère, il a dit, je suis perdu. Et puis quand, vers le coup de 4 heures, enfin 16 heures, il a de nouveau entendu des gens qui criaient, qui disaient son nom. Et alors là, il est sorti d'un trou, il était rentré, qui s'était caché comme on pourrait dire un renard. Et les sauveteurs, d'ailleurs, on a fait une émission de télévision pour ça, par la suite, ils ont dit, on a vu 2 yeux qui brillaient dans ce trou. Mais c'est pas possible. Et puis lui, bon, il s'est mis à crier, il a répondu aux appels. Bien sûr, examiné en urgence et transporté à l'hôpital. Et puis, quelques mois après, quand il a été sorti d'affaires, sur pied, il m'a invité donc à Clermont-Ferrand pour faire une conférence. Et devant donc environ 200 personnes, il a raconté en disant, si je suis vivant aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur, et je veux que vous sachiez que la radiesthésie, ça peut des fois vraiment rendre service. Jean-Louis Crozier, c'est une très belle histoire que vous nous avez racontée. On a bien compris le poids psychologique que ça représente et la responsabilité qui pèse sur vos épaules quand comme ça le téléphone sonne quelque part dans la journée chez vous et que vous décrochez, que ce soit un pompier, un gendarme qui vous dit voilà, on a perdu quelqu'un, il faut que vous nous aidiez. Et alors là, il y a la vie de famille, elle n'existe plus. Ah oui, j'imagine. Oui, là quand faut y aller, quoi. C'est clair. Jean-Louis Crozier, vous restez avec nous, une pause et on vous retrouvera tout à l'heure. Vous allez nous raconter encore d'autres cas comme ça sur lesquels vous avez travaillé, des fois avec succès, parfois malheureusement sans résultat et d'autres fois, comme vous nous l'avez dit, en attente encore de résultats pour des affaires dont vous nous avez dit qu'elles datent de 20 voire même 30 ans. Vous qui utilisez le pendule, vous qui nous écoutez, eh bien écoutez, cette émission est aussi la vôtre. Venez nous rejoindre pour nous raconter comment vous utilisez le pendule. 0826 300 300, vous nous appelez à notre standard ou vous nous envoyez des SMS. Vous tapez le mot Sud, un espace, votre question, votre réaction et vous envoyez le tout au 71 200, d'autres histoires de personnes disparues sur Sud Radio avec Jean-Louis Crozier dans quelques instants. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Mathieu Chédid dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. C'était Mama Sam. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour nous parler de radiesthésie ou si vous-même vous avez eu recours à un radiesthésiste et nous raconter comment est-ce que cela s'est passé, comment vous l'avez vécu ou nous envoyer vos questions, vos réactions par SMS. Vous tapez le mot Sud, un espace, votre question, votre réaction et vous envoyez le tout au 71 200. Nous sommes en compagnie ce soir d'un des plus grands radiesthésistes que l'on ait en France, il s'appelle Jean-Louis Crozier. Jean-Louis Crozier, je rappelle donc que vous êtes ardéchois, que vous vivez à Aubenas, où vous êtes né d'ailleurs. Exact. Hein, vous êtes toujours resté là-bas. Vous êtes radiesthésiste, vous êtes magnétiseur également et spécialisé dans la recherche de personnes disparues. Alors, tout à l'heure, vous nous avez raconté un cas où vous avez... terminé. Oui, vous avez réussi justement à aider quelqu'un à se sortir de la mauvaise passe dans laquelle il était malheureusement tombé. Racontez-nous maintenant un cas où malheureusement ça n'a pas fonctionné. Je vais raconter un exemple malheureusement très triste parce que ça s'est passé le 6 décembre 2002. Oui. Et il y a eu un accident, disons, provoqué par un chauffard sur l'autoroute
à 7, à la hauteur de Le Royol. Il y a eu donc 6 pompiers qui ont été tués. Oui, exact, c'est vrai. Et il y a un pompier que donc on n'a pas retrouvé le corps immédiatement. Parce qu'il avait basculé par-dessus le pont et était Exactement. tombé dans la rivière en bas, Exactement. hein, c'est ça, oui. Alors 2 jours après, moi j'ai eu le chef de corps de la caserne de Loriol avec la femme, je crois, de ce pompier. Oui. Ils sont venus dans mon bureau. Et croyez-moi que ce vendredi-là, je me suis défoncé parce que c'était un collègue, donc un pompier comme moi. Oui. Et tout de suite, bon, je dis il est mort. Mais le problème, c'est que le Rhône était en crue, la rivière la Drôme était en crue aussi. Oui. Et le corps, logiquement, a été enterré sous des tonnes de gravier. Et on n'a, à ce jour, jamais retrouvé le corps de ce monsieur. On est sûr que malheureusement, il est mort maintenant. Oui. Mais on n'a même pas retrouvé un casque, ni des casquettes, ni des chaussures. On n'a rien retrouvé. Et croyez-moi, ça reste gravé dans mon cœur, ça, parce que il y a un peu le côté sentimental, on peut dire, entre gens des pompiers, de la devise des pompiers. Bon. Et c'est d'ailleurs ce jour-là, le 8 décembre, que dans la nuit, j'ai eu une crise d'hypertension et je suis resté 2 jours dans le coma. Et comme je vis seul, heureusement, ma fille est venue le dimanche, elle ne me trouvait pas, puis elle a ouvert la porte d'une montée d'escalier. Elle m'a trouvé couché dans les escaliers et j'étais en hypothermie. Ah oui. Donc, évacuation, les pompiers, etc., etc. En plus, mes reins ont pris un bon petit coup, mais ça, bon, je peux continuer à travailler, j'ai perdu en partie la vue, je ne peux plus conduire, c'est pas grave, je travaille. Ouais. Mais dites-moi, Jean-Louis Crozier, ça doit être, parce que vous le prenez très à cœur, cette capacité que vous avez, vous la mettez au service des autres, et autant quand ça marche, ça doit être le bonheur, non, j'imagine. Oui, mais on oublie très vite une disparition réussie. Oui. Bon, disons, c'est fini, on n'en parle plus. D'accord. Tandis que la disparition, que ça ne marche pas, qu'on traîne pendant des semaines, des mois, alors là, vous savez, on pense, on dit, est-ce que tu as bien fait tes contrôles, tu as bien fait tes tests classiques, bon, 20 tests, ta méthode, tu as bien tout recontrôlé, surcontrôlé. Et il arrive que des fois, dans des périodes très chaudes, donc quand on a un disparu urgent, ben, on se lève la nuit, on revient dans le bureau et on recommence parce qu'on dit, tu as peut-être oublié ça. Alors, on ne peut pas dormir, on se lève. Oui. Mais il y a quand même des fois des histoires, je pense à une disparition que j'ai, alors là qui a été un peu particulière, c'était un mercredi en 1980. Oui. Et je reçois un appel téléphonique vers 18h, j'avais presque fini ma journée. Mes clients étaient partis, mes derniers clients qui étaient donc venus pour des problèmes de santé, donc par magnétisme. Et le téléphone sonne, et puis il y avait encore les demoiselles du téléphone. On me dit, vous êtes bien le tel numéro, donc c'est toujours le même d'ailleurs. Oui. On vous avait un appel d'Israël. Alors bon. Sur le moment, je tiquais un petit peu parce que j'avais pas de clients. Oui. Puis ne quittez pas, on vous passe Monsieur Sharon. Qui ça? Monsieur Sharon. Ah, Monsieur Sharon, Ariel Sharon. Je sais pas son prénom. D'accord, Sharon, ok. Alors il se présente, mais je suis député à la Knesset. On a un enfant qui a été enlevé dans le pays, dans ma circonscription. On a payé la rançon, j'ai payé la rançon, mais on n'a pas rendu l'enfant. Il faut que vous veniez en Israël. Je dis, écoutez, j'ai tout juste une carte d'identité, j'ai pas de passeport, j'ai rien. Oui. Il m'a dit, vous faites pas du souci. Demain, vous portez des photos à la préfecture de l'Ardèche à Priva. Votre passeport sera prêt, on n'a plus qu'à graffer les photos. Votre billet d'avion sera déjà à prêt. Lyon-Satolas, réservé au guichet. Et vous aurez les papiers, les visas, tout ce qu'il faut. Bon. Et je dis, ben oui, d'accord, j'arrive. Bon. Et donc 2 jours après, je décollais de Lyon-Satolas dans les premiers Airbus à l'époque. Oui. Et je suis monté dans cet avion comme tout passager ordinaire, disons. Il y avait donc beaucoup c'était pratiquement que des juifs, il n'y avait pas on peut dire, d'occidentaux. Enfin, oui. J'étais pratiquement le seul, on pourrait dire, seul habitant de l'ouest de l'Europe. D'accord. Bon, j'étais tout seul dans ma rangée, j'étais à côté juste avant l'aile, donc je voyais bien ce qui se passait dedans, tout ça. Bon, le vol se dépasse très bien, tranquillement. Puis on se pose, on arrive sur le tarmac, et puis je regardais moi par le hublot comment était l'aéroport, tout ça. Et puis le commandant de bord
nous annonce, mesdames, messieurs, nous venons d'atterrir, il fait telle température au sol, bon, le classique baratin, Ouais, ouais, ouais. mais nous vous demandons de rester assis, de ne pas défaire vos ceintures de sécurité du siège. Ouais. L'armée israélienne monte à bord. Alors, moi, je regarde mort. par le hublot et je vois effectivement des dizaines de voitures militaires Ouais. qui arrivent et qui cernent l'avion d'Air France. C'était un avion Air France, c'était pas un avion israélien. Oui, 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 tout à fait. Qui cernent l'avant de l'avion, qui bloquent le train d'atterrissage pour pas que l'avion puisse bouger. Puis, bon, je regarde ça, je dis, mais qui c'est qui est à bord pour Qu'il y ait un truc pareil, ouais. Alors, l'escalier arrive tiré par un petit tracteur, bon, etc. Les militaires commencent à monter. Ils sont accueillis par le commandant de bord et puis ils rentrent avec leur mitraillette dans l'avion et tous les 3 mètres, il y avait un militaire qui était en position, disons, la mitraillette prête à tirer. Ouais. Et moi, j'étais dans mon petit coin tranquille. Qu'est-ce qu'il y avait plutôt d'un coup? Le commandant de bord, mesdames, messieurs, veuillez nous écouter. On demande à monsieur Crozier de lever la main. Vous avez dû vous dire, oh là là là. Bien sûr, je lève la main. De suite, un soldat dans le dos, un soldat devant moi, et je remonte donc la moitié de la cabine. Et alors, les autres soldats évacués après l'avion progressivement. Et puis, quand je suis arrivé au niveau du commandant, disons, là, pour sortir de l'avion, le commandant m'a dit, mais qui êtes-vous? Oui, parce qu'il n'avait jamais vu ça, lui, en tant que pilote, qu'un Français on vienne le cueillir, en somme, très chaudement, quoi. Oui, oui, oui. Et de là, on m'a embarqué dans une voiture avec un chauffeur, 3 gardes de corps, une voiture d'escorte devant, une voiture d'escorte derrière, direction donc l'immigration, où ils ont fait évacuer tout le monde, donc contrôle les papiers. Oui, évidemment. Bien sûr, pour le bagage, ils ont fait évacuer toute la salle de... je dis, mais où c'est que tu es? Mais qui c'est qui te reçoit? Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, pourtant, les députés en Ardèche, ou même ailleurs en France, ils n'ont pas tellement de pouvoir dans un truc pareil. Ah non, oui. Et alors là, bon, tout a été fait très rapidement, et toute sirène hurlante, je suis arrivé chez M. Charon, et quand j'ai vu la maison toute clôturée avec des murs, disons, assez importants, et puis des gardes de corps, des sentinelles sur les toits en terrasse, on voyait, disons, des mitraillettes, mais je suis certain qu'il y avait aussi des bazookas. Bon, je dis, oulala. Et là, on m'a accueilli, donc Sharon m'a accueilli. Oui. Et il y a eu, pendant 2 jours que je suis resté, il y avait un colonel du Mossad et un commandant qui était en permanence avec moi. Le Mossad, qui est le service secret israélien. Exactement, oui. Ouais. Et donc, j'ai commencé mon travail, j'ai dit, le petit garçon, pour moi, il est mort. Il est enterré. Ouais. Et ça fait mal, parce que quand vous avez un gosse de 7 ans environ, qu'on a tué, gratuitement, en somme. Oui, pour de l'argent, oui. Ça fait mal, ça. Et alors, bon, j'ai donné les renseignements. J'ai pas pu localiser l'enfant. Je me suis trompé d'environ 2 kilomètres, si on peut dire, sur toute la surface du territoire d'Israël. Mais j'ai pu donner un signalement de l'assassin. Oui. Et alors, le Mossad prenait des notes, tout ça, bon. Mais c'est-à-dire, là, Jean-Louis Crozier, vous l'avez vu, parce que là, vous aviez votre pendule, j'imagine. Mon pendule, des photos de l'enfant, et des cartes assez sommaires d'Israël, malheureusement. Oui. Et bon, j'ai vu qu'il était mort et qu'il était enterré assez profondément. C'est pour ça, la difficulté, c'était qu'il y avait beaucoup de sable au-dessus de lui. Oui. Mais le portrait, ou du moins la silhouette de son assassin, vous l'avez vu de quelle manière? Il s'est imprimé dans votre esprit? Disons que j'ai réussi à tracer une image, en somme, le décrire, la couleur des cheveux, qu'est-ce qu'il pouvait faire, enfin, des petits détails qui correspondaient peut-être à des doutes qu'il pouvait avoir. Moi, ils ne m'ont rien dit sur le moment, parce que ça m'intéressait pas du tout. Et quand après, j'ai demandé quand même pas mal de pauses de repos, parce que il y avait de la tension. Là. Et après, ça c'est le samedi, dans l'après-midi, je discutais avec le colonel qui parlait très bien le français. Puis il me dit, mais à Aubenas, il y a 15 jours, vous avez eu un petit accrochage dans votre rue qui avait pas mal de casques de voitures. Quand vous trouvez à 4000 km de chez vous, quand on vous sort les détails que le chat de votre voisine s'est fait écraser ou qu'il y a des voitures. Alors là, je me suis posé des questions. Parce que pour arriver là, bon, d'abord, pourquoi j'ai été invité? Oui. Ils devaient savoir qui c'est qu'ils avaient donc convoqué. Alors là, un peu par curiosité, j'avais envie de savoir aussi. Il y a eu l'attaque des Israéliens sur Entebbe.
Je lui dis, mais comment vous avez fait pour faire votre attaque et la réussir si bien? Il m'a dit, mais ça a été facile. On avait programmé cette éventualité dans l'ordinateur. On a appuyé sur la touche en TB. Ouais. Alors il m'a expliqué. Et quand on vous explique ça, c'est limpide, c'était facile. Mais quand j'ai participé à des recherches après par la suite avec d'autres affaires israéliennes, quand on voit travailler les soldats israéliens, s'il y a un arbre qui gêne, pratiquement, on arrache l'arbre pour être sûr que l'épaule du soldat qui est à côté de vous, à gauche ou à droite, est toujours contre la vôtre. D'accord. Ouais, ouais. On fait le tour de l'arbre, bien sûr, mais disons, on avance les battus pour chercher, On fait pas de détails, quoi. C'est vraiment quand on ratisse, on spectaculaire. ratisse, quoi. Ouais. Et alors, le résultat de cette affaire, est-ce que vous en avez su après? Oui, quelques jours après, disons, quand je suis rentré en France le dimanche matin, Ouais. donc 2 jours après ou 3 jours après, ils m'ont téléphoné pour me dire on a retrouvé l'assassin qui nous a conduits là où il avait enterré le corps du petit garçon Ouais. et le problème est réglé. Ce qui signifiait que la justice avait tranché de suite. Mais c'est-à-dire, grâce à vos indications, ils avaient réussi à remonter Voilà. cette piste? Et donc l'assassin a été tué pratiquement Ouais, j'imagine. dès qu'il a Ouais, mené il faut pas trop de détails. la ouais. police, quoi. Oui. Mais dites-moi, Jean-Louis Crozier, là, je viens de recevoir un SMS. Donc, je rappelle que pour envoyer les SMS, vous tapez le mot Sud, un espace. Ensuite, vous envoyez votre question, votre réaction, le tout au 71 200. Vous n'êtes pas sans savoir, vous l'avez appris, évidemment, notre région a été secouée et est encore meurtrie par cette affaire de disparition d'une petite fille. Je connais très bien le problème. La Voilà, petite Estelle. du côté... Non, le Marion qui avait disparu. Ah, la petite Marion, oui. Voilà, Oui. il y a plusieurs Alors années. là, je préfère- Est-ce que vous avez été appelé pour travailler sur cette J'ai histoire? travaillé pour la police, Oui, la brigade de recherche de police de Mhm. Toulouse, oui. mais je préfère éviter de parler de cette affaire. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, on n'en parlera pas. Je me Je suis suis fait le... désolé pour la personne qui a Non, posé non. la question, mais Ouais. pour moi c'est une affaire qui me laisse un goût amer aussi parce que il y a des détails que je sais que le public ne connaît pas, Oui. que la presse ne connaît pas. Je préfère ne pas développer tout ça. Très bien. Ben, écoutez, on respectera votre volonté de silence sans aucun problème. Vous restez avec nous, Jean-Louis Crozier. Une petite question juste avant de faire une pause. Est-ce qu'il vous est arrivé de rechercher des objets disparus? Ça c'est courant, mais ça m'intéresse pas tellement. Bon. Si vous voulez, j'ai cherché des mines d'or, j'ai cherché des... Ah, intéressant, du pétrole, des choses comme ça. Je l'ai fait, en Israël aussi d'ailleurs, Oui, oui, oui. mais plus pour s'amuser, plus que les mines d'or, c'est pareil. C'était, disons, pour faire plaisir à des scientifiques. Oui, oui, oui. Disons, c'est plutôt là le genre de gadget qu'on fait, par exemple, dans des expériences avec des scientifiques comme le professeur Voilà. Bender Ouais. à Fribourg quand il était en vie. C'était monsieur extraordinaire. Il était donc le directeur de l'université de parapsychologie. Monsieur Hans Bender, oui, oui, évidemment, oui. J'ai passé en somme 3 ou 4 jours avec lui. Il est venu même en Ardèche chez moi. Ouais, ouais, C'est ouais. un monsieur adorable. Bon, Jean-Louis Crozier, une pause et on se retrouve dans quelques minutes. Vous pouvez continuer à nous envoyer vos SMS, Sud, un espace. Vous envoyez ensuite votre question, votre réaction, comme l'a fait cet auditeur. Vous l'envoyez au 71 200, bien entendu, ou encore vous nous appelez par téléphone au 0826 300 300. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ne viens pas, Rock Voisine sur Sud Radio, dans Les Aventuriers de l'étrange. Ce soir jusqu'à minuit, nous parlons de radiesthésie avec notre invité Jean-Louis Crozier qui est en notre compagnie. Jean-Louis Crozier qui est magnétiseur mais également radiesthésiste spécialisé dans la recherche des personnes disparues. Je vous recommande un livre d'ailleurs, je ne sais pas, oui Jean-Louis Crozier? On parle des disparus terrestres, Oui, mais quand on vous téléphone un soir, qu'un docteur vous téléphone en vous disant « Écoutez, j'ai un problème, il s'est passé quelque chose de bizarre. J'ai un de mes clients qui est venu me voir il y a 8 jours. oui, Il est venu me demander s'il prenait des cachets, si ça donnait des visions ou tout ceci, ça. ouais. Je dis non, pas de problème, c'est un petit cachet, il n'y a pas d'effet secondaire. Mhm. Je dis pourquoi? Eh bien, vous savez, il y a 8 jours, je suis parti chasser le lapin avec la voiture, donc avec les phares. Oui, Et puis tout d'un coup, dans la forêt, dans une clairière, tout est devenu vert. Une immense lueur est arrivée. Ma voiture a calé, le moteur s'est arrêté. Et puis, je sais pas, j'ai vu quelque chose. Et puis, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je suis resté là 2 heures. Je
sais pas où c'est que je suis passé. Alors, ce monsieur, qui était donc médecin et maire de sa commune, Oui. me dit, écoutez, on a mis ce sujet sous c'est des médecins qui sont venus de Marseille qui l'ont mis sous hypnose, Mhm. et j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous Ouais. pouvez venir? Je dis, écoutez, moi, ça m'est pas arrivé de travailler sur des affaires semblables, mais pour le principe, ça m'intéresse parce qu'on sort un peu de l'ordinaire, qu'on va dire. l'ordinaire. Ouais, Oui. oui, tout à fait. On reste ouais, dans le ouais, ouais. thème de l'émission de ce soir-là. Oui, complètement, oui. Oui. Et donc, je me rends chez ce médecin en passant par Mont et par Vaux d'Ardèche parce que Oui, c'est c'est pas vraiment évident. une vallée perdue. Oui. Et en présence des 2 ou 3 gendarmes de la petite commune, plus un infirmier ou un ostéopathe, je ne me rappelle pas, il y avait donc d'autres Ouais. personnes du milieu médical. Ouais. Une caméra a été branchée et on m'a donné des photos de ce monsieur et on m'a dit, ben voilà, bon, ça s'est passé tel jour, qu'est-ce que vous pouvez dire d'après sa photo? Et j'ai travaillé pendant 2 heures, 2 heures et demie, c'est là où on m'a pesé donc avant mon expérience et à la fin, Ouais. j'avais maigri pratiquement de 1,6 kg ou quelque chose comme ça. Et Mais j'avais vous perdez... Oui, j'avais pourtant bu des jus de fruits, enfin j'avais repris Oui. un peu des forces. ouais, ouais. Et alors, le plus curieux, c'est que je suis arrivé à un moment de cette recherche qui me paraissait de plus en plus extravagante, que je suis tombé en somme, je me suis heurté à un mur en me posant des questions. Je suis arrivé à un endroit que je ne pouvais pas aller plus loin, j'arrivais pas à progresser. Et alors, les gendarmes ont noté, c'était enregistré, bon, par magnéto, etc., la caméra, bien sûr, Ouais. qui filmait tout ça. Et après, bon, quand moi j'ai dit, je peux plus aller loin, je peux rien dire, je vous ai dit ce que je trouvais, bon, des histoires de passage, des choses assez hallucinantes, on peut dire. C'est-à-dire, parce que là, vous nous intriguez, c'est quoi? Eh bien, ce monsieur, en définitive, je n'ai pas la preuve, parce que, bon, personne ne l'a vu, mais Oui. si vous voulez, il a peut-être pas rencontré ou vécu des petits hommes verts, mais il s'est certainement passé quelque chose. J'ai même pu dessiner, non pas la classique soucoupe volante, que tout le monde s'imagine, Ouais. mais en somme, un objet, disons, d'une forme plutôt cylindrique, avec un avant assez écrasé, comme on pourrait dire l'avant d'un avion, un peu, Ouais. qui avait 6 pieds, donc métallique, bien sûr. Ouais, 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 ouais. Et j'ai donné des détails qui, ce monsieur, dans son l'examen sous hypnose, Mhm. a raconté, et quand les gendarmes ont fait la comparaison entre mon récit et le récit de ce sujet sous hypnose, qui ignore ce qu'il a dit, puisqu'il n'a pas vu les cassettes, lui, Ouais. les gendarmes m'ont dit, eh bien, vous dites 80% de ce que ce monsieur a vu. Et alors, il aurait rencontré quoi, finalement? Eh bien, il aurait monté, il serait resté environ 2 heures dans cet engin, Oui. et bon, il a décrit des maisons qui étaient passées dans des maisons, à travers des maisons, il disait le nombre de bidons de lait qui étaient devant la ferme, ou qu'est-ce qu'il y avait dans telle pièce. Les gendarmes sont allés voir ces maisons, et effectivement, ce jour-là, ça y était, c'était bien comme ça. Et ce cas date de quand? Une vingtaine d'années, 25 ans. D'accord. Et ça s'est déroulé dans l'Ardèche, ça? Dans l'Ardèche, oui. Ah, ça, c'est étonnant, ça. Bon, mais vous savez, en Ardèche, il se passe quand même un peu de tout. Hein. Oui, alors, quand même, je connais bien l'Ardèche, mais quand même. Je suis d'accord avec vous, Jean-Louis Crozier, mais quand même. Là, c'est tout à fait je ne surprenant. tire pas de conclusion, j'ai dit Oui, ce oui. que je trouvais. Oui. Ce client, si on peut dire, sous hypnose, a fait un récit qui a été enregistré et filmé. Oui. Et Vous avez travaillé de votre côté. voilà, et à ils ont 80%, recoupé. ça correspondait. Ouais. Ah ouais, c'est franchement étonnant. Là, Ah ouais. vous savez, on se pose un peu des questions. Après, quand vous rentrez chez vous, à 1h du matin, quand vous passez l'école de l'Ardèche, Oui, c'est un peu inquiétant. si jamais je tombais sur un objet comme ça, je serais vraiment partant. Là. Je payerais cher pour le faire. Hein. Moi aussi, je vous l'avoue, c'est vrai. Jean-Louis Crozier, on va accueillir une dame qui nous a laissé un message sur notre répondeur des aventuriers de l'étrange au 0826 300 300. Non pas pour vous demander quelque chose de précis, mais plutôt vous demander si la demande qu'elle va formuler est réalisable. Vous l'écoutez et ensuite vous nous direz ça. Paul, bonsoir. Bonsoir Louis, Vous nous appelez du Gers. je vous appelle du Gers. Voilà, vous pouvez dire bonsoir à Jean-Louis Crozier, il vous entend. Bonsoir Monsieur Crozier. Bonsoir, madame. Alors, Mais je n'ai pas de chance parce que vous venez de dire que ça ne vous intéresse pas de rechercher des objets. mais attendez, on ne sait pas si... Alors, Ce qui je vais nous quand même, intéresse- vous
dire un petit peu la raison, c'est que Oui. en moyenne, je refuse en temps normal, c'est-à-dire en ce moment que j'ai pas trop d'émissions de radio, pas trop de télévision, je refuse à peu près un disparu par jour. D'accord. Et alors, quand je fais des émissions de radio ou de télévision, Oui. on peut multiplier ce chiffre parfois par 40. Oui, bah oui, évidemment. Donc, et Évidemment. j'ai des priorités, je m'en excuse, mais Ben, d'abord c'est- la vie, pour moi, c'est plus important que tout le reste. Donc, d'abord, on se bat pour la vie. Quand j'ai le temps, j'ai fait des fois des recherches, je cherche des mines d'or, je cherche des trésors, mais c'est pas une vraie motivation pour moi. Oui, 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 on vous pense comprend qu'il y a tout à autre fait. chose. On vous comprend tout à fait, Jean-Louis Crozier. Mais là, Mais quel c'est votre problème, madame? voilà, j'aimerais qu'on écoute Paul, qu'elle nous raconte un petit peu Alors, ce mon qu'elle problème- voudrait. Et ensuite, attendez Paul, attendez quand même, laissez-moi en placer une tous les deux là. Je voudrais juste que vous me disiez, Jean-Louis Crozier, si, à votre avis, ça, c'est réalisable par un radiesthésiste ou pas. Alors, écoutons Paul. Paul, nous vous écoutons. Bon, je possédais un bracelet de famille Oui. et à Pâques 1967, je me suis rendu compte que mon bracelet n'était plus dans mon armoire. Car je l'avais mis pour la dernière fois pour le premier de l'an 1967. Et je me suis toujours mis dans l'idée qu'un jour, je retrouverais ce bracelet parce que j'ai été voir les bijoutiers, tous les gens que je connaissais pour savoir si par hasard je n'avais pas porté mon bracelet, à faire arranger peut-être, et non, personne n'avait mon bracelet. Et je me suis mise dans l'idée que peut-être je le verrais un jour au bras de quelqu'un. Alors, vous avez évidemment retourné toute la maison pour essayer de oui, le oh là là. retrouver. Et même au décès de ma maman en 1998, je pensais peut-être le retrouver dans la maison. Ouais. J'ai fouillé, je n'ai rien trouvé. Donc, ce bracelet est perdu depuis 1967. 67. Voilà. Déjà, Alors, ça fait assez longtemps oui. et il faudrait avoir éventuellement des photos de ce bracelet. Mais ça, bon, est-ce qu'on va le voir, disons, d'une taille suffisamment grande? Oui. Ça sera difficile. Et puis, si vraiment il a disparu ou bien il a été mis dans un sac et que vous avez jeté ce sac sans faire attention, ce qui arrive souvent, Mhm. là, moi, je pense que actuellement, je peux rien faire pour ça. Oui, je m'en doute. Oui. Mais pensez-vous qu'un radiesthésiste avec un pendule puisse réaliser ce genre de choses, Jean-Louis Crozier? Ah oui, moi, on m'a eu demandé de chercher des cachettes pour chercher de l'or, il faut dire les choses comme elles sont. Et un jour, dans une vieille maison, j'ai trouvé dans des poutres en bois, donc des caches qui avaient été soigneusement travaillées, Ouais. camouflées. Mhm. Et dedans, on a retrouvé 3 ou 4 pièces d'or parce qu'il y en avait eu davantage, mais elles avaient été vendues ou pillées. Mais j'ai retrouvé les caches de 3 ou 4 cachettes possibles donc dans une vieille maison. Oui. Mais ça, bon, c'est un jeu, ça, pour moi. Oui, 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 oui. Il n'y a pas la motivation que comme quand on cherche un disparu. Ah, j'imagine, bien entendu. Ma chère Paul, en tout cas, votre appel est lancé. Moi, j'ai vos coordonnées. Oui. Si un radiesthésiste, vous l'avez perdu où d'abord? Parce que c'est, oui. Ah, ben ça, je n'en sais rien. Non, mais je veux dire, vous habitiez où au moment où vous l'avez perdu en 67? Mais j'habitais dans la maison où je suis. D'accord, donc dans le Gers, hein? Ouais, oui. Voilà, ça reste géographiquement localisé Ah oui, dans notre oui. Grand Sud, hein? D'accord. Le Donc, Gers ou alors dans la maison de mes parents à Tarbes. d'accord, Voilà. ça reste C'était encore dans le l'un Grand ou Sud. l'autre. D'accord. Alors, si un radiesthésiste nous entend, ou une radiesthésiste nous entend, et a envie, pourquoi pas, de relever le défi, ne serait-ce que par expérience, comme ça, pour tenter le coup, eh bien, qu'il nous appelle au 0826 300 300, et on le mettra en relation avec vous, et on verra ce qu'on peut faire. Je ne peux pas faire mieux, ma chère Paul. Eh bien, ça ne fait rien. Mais je vais dire à Monsieur Crozier que j'ai rencontré un jour une dame en 1982, une dame qui travaillait comme lui, c'est-à-dire, ça s'est passé à Miradou, dans le Gers. Oui. Je me suis garée sur la place du village, je demandais un renseignement et cette personne âgée m'a demandé de la suivre chez elle. Et lorsque j'ai été chez elle, elle m'a dit qu'elle enlevait le feu, elle m'a dit comment elle faisait. Oui, oui, oui. Ensuite, c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé la prière que vous possédiez, Oui, oui. que vous m'avez envoyée. Très bien. Et ensuite, elle m'a montré un plan du Lot-et-Garonne parce qu'elle aussi travaillait avec la gendarmerie pour retrouver des personnes et elle m'a montré comment elle pratiquait aussi. Mhm.
voyez que le hasard est... Et parfois C'est bien grand. étrange, hein. Oui, Ouais, c'est vrai, ouais, ouais. c'est vrai. Merci. Comme je possède un pendule. Oui, oui. Et là, en 1982, un après-midi, j'ai dit à mes amis, je veux un pendule. Et 3 semaines après, je vais chez mes parents, Ouais. mon père étant décédé. Dès que j'arrive, maman me dit, viens voir ce que j'ai trouvé dans les affaires de papa. Et qu'est-ce que c'était? Un pendule. Mais n'oubliez pas... Voilà, alors j'ai un pendule comme tout le monde. Oui. Oui, mais n'oubliez pas que le pendule par lui-même ne vaut absolument rien. Ce n'est pas le pendule qui fait de la radiesthésie, c'est le radiesthésiste. Ah oui, mais ça je sais. Oui, Ouais, mais enfin, ouais. il faut quand même le dire à certains auditeurs, parce que on achète un pendule et puis on va faire n'importe quoi. Ah oui, ah non. Moi je l'ai pas acheté, hein. Je l'ai Non, pas mais acheté. c'est pas la question. Vous savez, un pendule, c'est un objet un peu lourd, au bout d'une ficelle ou d'une chaîne ou d'une chaînette. Ça marche très bien. Oui. Mais ça n'a aucune valeur par lui-même. C'est Ah ben oui, oui, ça, c'est je le vois. radiesthésiste ou la radiesthésiste qui fait la valeur, évidemment, de Bien sûr, bien de la sûr. recherche. Oui, oui. Bien Mais sûr. vous savez, moi je travaille bien souvent à main nue, c'est-à-dire sans pendule, Oui. pour démarrer une recherche, c'est-à-dire savoir s'il est disparu est vivant, blessé ou mort. Mhm. Je travaille bien souvent au départ à main nue. Après, bon, pour affiner le résultat, pour travailler sur carte, Ouais. un doigt sur une carte au 25 millième court environ un bon kilomètre ou 2 kilomètres. Tandis que mon pendule que je me sers, j'arrive à préciser à 80 mètres près, je peux arriver à vraiment quelque chose de très précis. Oui. Mais comment avez-vous choisi votre pendule, Jean-Louis Crozier? Eh bien, en fait, j'ai eu des pendules classiques que j'ai acheté. Et puis là, celui que j'en ai plusieurs. Je l'ai carrément fait faire pour moi, parce que je le voulais lourd, c'est-à-dire environ 100 grammes, Mhm. et surtout avec une pointe très fine, c'est-à-dire qu'il y a une masse importante juste à la prise de la chaîne. Il y a un œilleton là qui me permet de tenir donc le pendule par une petite chaîne, Mhm. et j'ai une pointe qui doit faire dans les 4 à 5 cm de longueur, qui me permet de travailler sur des cartes, et on a l'impression quand on me regarde faire que pratiquement le pendule ne bouge pas, parce que je travaille très vite, un peu comme un match de ping-pong. La question est lancée, je sens la réponse dans la main, je passe de suite à la question en sens inverse ou la suivante. Mhm. Ça va très vite, le pendule ne tourne presque pas. D'accord. Et comment avez-vous conçu ce pendule? C'est-à-dire que est-ce que vous êtes levé un matin en ayant le plan du pendule dans la tête ou ça s'est déroulé comment? Il y a un petit peu de cela. J'ai, disons, eu envie d'avoir un pendule assez lourd par rapport à ceux qu'on trouve dans le commerce. Il est en laiton, donc un métal tout à fait banal. Je l'ai fait tourner dans un petit atelier qui avait donc les machines. Et je l'ai dessiné parce que mon premier métier c'était dessinateur en Ouais. bâtiment. D'ailleurs, ça m'a beaucoup servi pour savoir lire les cartes. Oui. Et c'est venu presque très vite. J'avais le désir que le pendule soit, disons, la pointe soit très légère. En somme, quand je me mets à travailler, que je sente que de suite la pointe est tendance à partir, si vous voulez. Ouais. Alors qu'un pendule rond ou une masse sphérique, ça décolle moins vite. Pour moi, je perds du temps. Oui, très bien. Alors, Jean-Louis Crozier, beaucoup de SMS sont arrivés. Je vais vous poser les questions dans quelques minutes pour que vous puissiez répondre à ceux et celles qui nous ont envoyé tous ces SMS concernant la radiesthésie. Vous pouvez continuer à le faire. Sud, un espace, vous envoyez votre question, votre réaction au 71 200 ou comme Paul, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 0826 300 300. Après la pause, nous allons accueillir un deuxième invité, un autre radiesthésiste qui s'appelle Monsieur de la Clergerie, qui lui travaille plutôt sur des vestiges à découvrir avec son pendule. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Johnny Hallyday avec cette nouvelle chanson intitulée La paix sur Sud Radio. Dans Les aventuriers de l'étrange, nous parlons de radiesthésie ce soir jusqu'à minuit. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Nous sommes en compagnie de Jean-Louis Crozier qui est radiesthésiste à Aubenas. Jean-Louis Crozier, nous allons accueillir un collègue à vous qui s'appelle Monsieur de la Clergerie, François de la Clergerie. Bonsoir. Bonsoir.
Vous avez une spécialité, François de la Clergerie. Vous vous êtes intéressé plutôt à l'archéologie finalement, aux fouilles, hein? Oui, exactement. Pas aux fouilles, parce que j'ai pas le droit de fouiller. Oui, bien sûr, oui, oui. Mais à la recherche de vestiges plutôt, à aider plutôt ceux qui cherchent des vestiges ou qui... C'est-à-dire ceux qui ont des châteaux, Mhm. ou alors je fais également, j'ai publié plus de 150 articles sur les églises, les monuments du Périgord ou d'ailleurs. Oui. Alors Mais ils ne sont pas publiés. comment vous est venue cette envie de travailler plutôt sur des recherches en sous-sol? Ben, c'est très simple. Quand j'ai su que je pouvais faire de la radiesthésie, je me suis dit à quoi je vais pouvoir l'appliquer. Parce qu'il faut chaque fois qu'on peut faire du pendule, savoir à quoi on va l'occuper. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, oui, oui, oui. Un paysan va s'occuper de ses bêtes, une infirmière va s'occuper de ses malades, et moi, je fais partie de la Société historique et archéologique du Périgord, donc ça m'est venu tout seul. Vous comprenez? Cette passion historique, quoi, en quelque sorte. Comment? Une passion historique, plutôt. Voilà. Oui. Parce qu'il y a 50 ans, plus de 50 ans que je suis à la Société historique et archéologique du Périgord. Oui. Et alors, racontez-nous par exemple, enfin un exemple de quelqu'un qui est venu vous voir et qui dit voilà, moi j'ai un terrain, j'aimerais peut-être faire des travaux, mais bon, je voudrais savoir d'abord si je ne vais pas esquinter quelque chose qui est en sous-sol. Comment ça se passe? Oui, mais alors il faut faire très très attention parce qu'il existe, que j'ai sous les yeux, le droit de l'archéologie française. Oui. Du moment que vous savez que vous avez un trésor ou des monuments sous chez vous, ou des souterrains, ou des tours, ou des tombes, Oui. vous n'avez pas le droit de fouiller, parce qu'il faut une autorisation de la préfecture. Oui, ce qui paraît normal, c'est vrai. Oui. Alors j'ai quelqu'un l'autre jour qui m'a dit, monsieur, j'ai trouvé ça et ça, vous m'avez dit ça, il y avait une voyante qui lui avait dit ça aussi, je vais demander l'autorisation à la préfecture. Alors j'ai dit, monsieur, c'est très gentil de demander l'autorisation à la préfecture, mais elle vous sera refusée automatiquement. Oui. Parce que la préfecture n'accorde autorisation de fouiller qu'à des gens qui sont des archéologues. Oui, qui sont habilités à faire des fouilles, évidemment. On les comprend. Bien sûr. Mais je veux dire, comment travaillez-vous quand vous arrivez sur un lieu? Vous êtes déjà documenté, comment dirais-je, sur l'histoire du lieu ou vous essayez d'arriver le plus... Non, jamais. Oui. Mais comme monsieur vous disiez tout à l'heure, Oui. Je travaille sur carte IGN. Oui, oui, oui. Ou sur plan cadastral. Oui, oui. Ou même sur plan fait à la main. Voilà, oui, oui. Alors, je regarde et ce que je vois, je trouve. Par exemple, l'autre jour, on m'a demandé de travailler du côté du Coux. Bon, j'ai travaillé sur le plan qu'on m'a donné. Et j'ai dit, voilà votre maison ancienne et construite sur 4 tours. Il y a un puits également et puis il y a des tombes. Oui. Bien. Je suis allé après sur place, je suis resté toute une journée. J'ai donné un cours de radiesthésie à 10 personnes. Bien, tout ce que j'avais dit était vrai. Oui. En principe, j'ai 98% de juste. Mais comment le ressentez-vous, ça? Mais par mon pendule. Je prends mon pendule dans la main droite et la carte à gauche et je regarde. Et alors, pour être plus précis, je fais ça en pendule inversé. C'est-à-dire que je mets mon pendule sur un objet, par exemple du vide, et je vois s'il y a des tours et à quel endroit elles sont exactement. C'est ce que je fais pour des recherches d'eau, vous voyez. Oui, oui, oui. C'est à peu près le même principe que sourcier, en fait. C'est oui, ce que vous êtes en train de nous dire. C'est le même principe, parce que toute terre qui a été modifiée, nous le sentons par la radiesthésie, vous voyez. Oui. Et vous êtes né avec je poserai la question à Jean-Louis Crozier également après. On devient radiesthésiste ou on naît avec? Moi, à mon avis, on naît avec. Oui. Mais on ne le sait pas toujours. Moi, combien de fois je découvre, et il y a 20% des gens qui peuvent faire de la radiesthésie. C'est ce que j'ai dit dans un article de journal il y a quelque temps. Oui. Jean-Louis Crozier, vous partagez cette même opinion. On est radiesthésiste, mais on ne le devient pas forcément? Non, des fois, on n'a pas conscience qu'on peut le faire. Puis, on a des fois... Moi, j'ai eu la chance de rencontrer, quand j'étais dessinateur, donc j'avais 16 ans avant que je retrouve mon premier disparu. C'est un sourcier de la région qui était réputé, qui m'a testé. Bon, il a pris un pendule, parce que j'avais indiqué qu'il y avait de l'eau
à tel endroit pour faire une maison. Mhm. Et elle me dit, mais c'est toi qui as fait ce tas de pierres? Je dis, oui, c'est moi qui l'ai fait, c'est là qu'il faut faire le puits. Alors il m'a testé. Il m'a dit, mais tu peux trouver les personnes disparues. Et donc, quelques mois après, j'ai retrouvé mon premier disparu. Et il m'a donné envie d'essayer, quoi. Mais il faut aussi je pense qu'il faut garder surtout beaucoup d'humilité quand on travaille. Parce que quand on cherche des sources, bon, c'est pas trop grave. C'est des fois qu'une question de finances, si je me trompe. Ouais. Mais quand on cherche quelqu'un, c'est en somme une vie qu'on risque de perdre. Ouais. Alors là, il faut être vraiment exigeant envers soi-même et on s'use beaucoup. Oui. Personnellement, il m'arrive de faire des recherches de sources, mais je le fais là aussi, c'est comme tout à l'heure quand on parlait de recherche de bijoux, des choses comme ça. Je fais des recherches de sources quand j'ai le temps. Mhm. C'est pas souvent. Mais dites-moi, Jean-Louis Crozier, comment faites-vous quand vous voulez tester quelqu'un pour voir si il a la possibilité d'être radiesthésiste? Ça se passe comment, ça? Vous savez, je crois qu'il faut d'abord que la personne ait envie de faire quelque chose et pas trop lui donner des conseils non plus. La laisser faire, l'orienter, lui donner quelques conseils de base, mais surtout qu'elle trouve son chemin elle-même. Mhm. Parce que toutes les formules, tous les livres écrits par les radiesthésistes, même ceux que j'ai écrits, si vous voulez, c'est pas vraiment la vérité, c'est pas la certitude, c'est pas la Bible. Chacun en a un peu Puis il y a la question de sensibilité qui est primordiale. Ouais. Moi, je n'emploie pas jamais le mot don, je dis on a une sensibilité. Je suis contre les côtés je possède un don, de ceci, de cela. Je suis tout à fait contre. Je ne veux pas mélanger le mot don de Dieu ou don du diable ou la religion là-dedans. Ouais. Pour moi, ça n'a aucun rapport. Mais dites-moi, monsieur Jean-Louis Crozier, on a reçu un SMS, là je viens de recevoir un SMS qui s'affiche sur mon écran, qui demande: la radiesthésie est-elle comme la voyance, finalement? Pour moi, pas du tout. Ah. Il m'est arrivé quand même de faire des voyances, je peux dire, dans une disparition, vous pouvez penser à ça. J'ai vu un soir à minuit une grande journaliste d'un très grand journal français au point de vue tirage, et elle est même un grand reporter. Elle me contacte en catastrophe sur le coup de minuit pour me dire: Jean-Louis, j'ai un ami qui est parti brutalement d'un restaurant, et il a dit qu'il en avait marre, qu'il allait se noyer. Bon, je me lève, je vais dans le bureau parce que je possédais la photo de ce monsieur. Il faut bien préciser cette chose. Je l'avais sonné pour une autre raison. Et j'arrive dans mon bureau, je trouve son dossier et je commence mon travail. Et je vois ce monsieur qui était en train de rentrer dans la mer. Donc là, je peux dire que j'ai vu une image bouger, une vraie image bien réelle. J'ai vu ce monsieur qui rentrait dans la mer et qui avançait vers le large. Et je n'ose pas dire que j'ai posé mentalement mes mains sur ses épaules pour le faire retourner vers le rivage, mais c'est ce que mentalement je voulais le faire revenir, et par la pensée, j'avais l'impression de poser mes mains sur ses deux épaules. Ouais. Et tout d'un coup, j'ai senti qu'il s'arrêtait et qu'il regardait de nouveau la côte. Alors je dis à ma journaliste qui était en ligne, je dis: écoutez, Marie-Thérèse, moi je vais me coucher parce que il revient à la plage, il revient vers la voiture, c'est fini, on est tranquille. Il me dit: mais vous êtes fou, laissez pas comme ça, qu'est-ce que vous faites? Restez en ligne. Et puis la femme de ce monsieur est arrivée juste sur ses entrefaites. Elle avait un téléphone où il y en avait un dans la voiture. Bon, bref, elle a téléphoné pour dire: ça y est, je l'ai récupéré. Mais là, j'ai vu le site que je ne connaissais pas à l'époque, et peut-être 10 ans après, un jour en me promenant, disons, du côté de Sifour-Plage, on arrive dans cette petite calanque, petite baie. Je dis à ma femme: mais on est déjà venu ici, je connais ça. Elle me dit: mais on n'a jamais mis les pieds ici. Elle me dit: alors, où tu es venu avec quelqu'un d'autre? Oui. Bonjour l'ambiance. Oui. Et puis, tout d'un coup, ça a été le flash. Je dis: mais c'est là où le disparu de Marie-Thérèse, c'est là que j'ai trouvé. C'était là, je vois les rochers, je retrouve tout. Ouais. Eh bien, là, cette image que je ne connaissais pas, là, j'ai fait, on peut dire, une voyance. Oui. Ou du moins, j'ai eu un flash. Voilà, mais là, c'était vraiment le cas exceptionnel. Oui, c'est pas tous les jours qu'on peut le faire. Oui, tout à fait. Puisqu'on reste toujours un peu dans les temps, c'est peut-être pour faire une petite pause là-dessus,
c'est que par exemple pour le tsunami d'Asie, je ne l'ai pas ressenti. Mais quand il y a des tremblements de terre, disons Afrique du Nord, ou France ou Espagne, je suis dans mon lit et je fais le tour de mon lit, je ne peux pas dormir. Vous le sentez? Ah, je le prévois, disons, 24 heures à l'avance ou 36 heures suivant l'intensité du tremblement de terre, alors que celui d'Asie, je n'ai rien ressenti. Je le dis franchement, je peux dire que je l'ai ressenti. Non, j'ai rien ressenti. Oui. Et quand ça vous arrive, j'ai mis longtemps pour comprendre ce phénomène. Et puis un jour, là aussi, j'ai dit, bon sang, tu écoutes la radio le lendemain matin, on annonce un tremblement de terre. Et pourquoi cette nuit, tu as fait que tourner dans ton lit alors que j'avais pas mangé plus que d'habitude, j'avais pas bu plus que d'habitude, mais alors vraiment énervé. Oui. Dites-moi, c'est très animal ça comme réaction, puisque les animaux sentent bien à l'avance les tremblements de terre arriver. C'est exact. Enfin, on commence à dire maintenant, c'est vrai, alors que jusqu'à présent, c'était un peu de la légende, mais vous savez, les animaux, ils ont 4 pattes en général. Oui. Et donc, suivant les zones où ils sont, on l'a vu en Thaïlande, bon, mais les éléphants, au moment... les chèvres, tout ça, tous les animaux étaient partis. Soigneusement, pris la poudre d'escampette pour remonter sur les collines. Oui. Y compris, les poissons avaient déserté la zone où s'était produit le tsunami. Et oui, exactement. Les poissons aussi étaient partis. Je reviens vers vous, François de la Clergerie, pour revenir à cette application que vous faites de la radiesthésie. J'aimerais que vous essayiez, si tant est que c'est possible, de nous expliquer quand vous êtes sur le terrain avec votre pendule, qu'est-ce que vous ressentez pour dire, par exemple, là, sous mes pieds, il y a une construction qui est à 1 mètre ou 2 mètres sous terre. Comment sentez-vous cette différence? Par mon pendule qui tourne plus ou moins. Plus ou moins vite, vous voulez dire, c'est ça? Parce que lorsque un sol a été remué, il n'a plus le même magnétisme à cet endroit-là. Même si ça a été fait il y a plusieurs dizaines d'années, plusieurs centaines d'années. Il y a 10 000 ans et que ça a été fait. Oui. Et regardez le cas des grottes, regardez les gars de ça, on le trouve parce que c'est si vous voulez, c'est une des références de magnétisme. C'est toujours de magnétisme qu'il s'agit. Oui, et même ça marche. Enfin, c'est le même principe que vous ressentez lorsque vous passez à côté d'une roche et qu'il y a une cavité derrière, par exemple. Vous sentez cette différence? Il faut que je passe dessus pour le voir. Oui, la cavité. Oui. Mais pas à côté. D'accord. Ou alors il faut que je prenne à ce moment-là une bouteille vide, mon pendule et que je cherche. Pourquoi une bouteille vide? Parce que ça me fait signe de quelque chose de vide. Qui a une cavité à cet endroit-là. Oui, c'est un témoin pour moi. D'accord. Parce que nous travaillons beaucoup avec témoins. Oui. Et alors, je vais vous poser la même question que j'ai posée à Jean-Louis Crozier. Vous sentez, vous, quand quelqu'un a cette capacité d'être radiesthésiste? Non, je le sens pas, je le devine un peu. Oui. Et à ce moment-là, je lui prends son magnétisme, son taux de magnétisme. Parce que tout le monde a un taux de magnétisme. Avec le pendule, ça vous Avec le pendule. C'est-à-dire que je lui fais mettre un doigt ouvert, un doigt de la main droite, et avec mon pendule, je regarde le nombre de tours, ou je peux regarder aussi, si je veux, la distance à laquelle mon pendule s'arrête. Oui. Je préfère regarder le nombre de tours, parce que ça m'indique en fonction du nombre de tours ce que la personne peut faire. Si elle a 18-20, elle peut faire de la radiesthésie. Oui. Si elle a 50, elle peut soigner les gens. D'accord. Ça, c'est vous qui l'avez découvert à force de le travailler. C'est moi qui l'ai découvert à force de travailler. Et je dis aux gens, surtout à 50, n'en faites pas trop, ne vous fatiguez pas trop. Il faut avoir une certaine puissance. Moi, j'ai 76. Oui. %. Jean-Louis Crozier, quand vous testez, entre guillemets, quelqu'un, comme vous savez, quand vous nous avez raconté cette histoire avec votre père, vous lui mettiez les cailloux dans la main gauche. Avec mon grand-père, oui. Avec votre grand-père. 1 caillou dans la main gauche, 2 cailloux dans la main gauche pour la profondeur. Ou bien voilà. 1 litre d'eau minute, ou 2 litres d'eau minute, ou 5 litres d'eau. Oui. Mais comment vous le sentiez, ça? Tout simplement le pendule, enfin la montre que mon grand-père tenait, ou que moi je m'amusais à tenir aussi. Quand j'arrivais à la profondeur, qui correspondait, mettons, à 5 mètres, quand j'avais les 5 petites pierres ou gravillons dans la main, le pendule s'arrêtait. D'accord. Tout simplement. Oui. Mais après, bien sûr, c'est une méthode un peu
complexe et difficile à mettre en application quand on travaille que sur carte, parce que moi, ma clientèle, elle est mondiale au point de vue disparition, donc c'est surtout les cartes qui m'intéressent, et mon rêve, ce serait d'avoir un jour, au lieu d'avoir un bureau qui est une dalle de verre toute simple, j'aimerais que, en somme, cette dalle de verre soit un écran de télévision, et que je sois relié avec un satellite spot pour avoir la cartographie de toute la Terre entière en temps réel. Et je pense que je pourrais pas me payer le branchement, mais je pense que même au point de vue administratif, je pense que ça coûterait moins cher des fois que de faire mettre des dizaines de pompiers ou de gendarmes. Je pense que je serais économique. En fait. Alors dites-moi, Jean-Louis Crozier, on va recevoir Jacques Mandorla, que vous connaissez bien, qui est journaliste écrivain, qui a beaucoup travaillé dans le domaine des phénomènes paranormaux. Il a écrit avec vous, puisque vous avez publié un livre qui s'intitule ABC de la radiesthésie aux éditions Jacques Granchet, dans la collection Ésotérisme. Une question qui vient d'arriver par SMS. Vous avez besoin d'une photo de la personne disparue pour, comment dirais-je, entrer en résonance avec elle. J'emploie peut-être des termes tout à fait impropres, mais vous avez besoin d'un élément. Les vêtements m'intéressent très peu parce que alors il me faudrait une maison entière pour stocker les vêtements tous les disparus qu'on m'a demandé. Et en plus, malheureusement, il y a des fois des gens qui croient bien faire en envoyant des vêtements lavés. Au lieu de vous envoyer un vêtement qui a été porté et pas lavé, on vous envoie un slip ou une chemise bien lavée, bien repassée. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça après? Ça a perdu toute sa résonance, c'est ça. Tandis qu'une photo, c'est les photos numériques ou disons reproduites avec un ordinateur, je les aime pas tellement. Je préfère la bonne vieille photo, comment on dit, classique. Sur papier, quoi. Sur papier. De pixels, disons, le plus important possible, donc environ 15 millions de pixels, parce que maintenant, les appareils numériques arrivent à 6 millions, 7 millions, les meilleurs, disons, actuellement sur le marché. Vous êtes au courant de la technologie, monsieur Crozier? Eh bien, c'est parce que je ne peux plus faire des photos parce que j'ai eu des problèmes de santé, donc je suis malvoyant. Mais ça n'empêche pas que pour travailler, j'aime bien avoir des bonnes choses, disons, mettre toutes les chances de mon côté, parce qu'il y a une vie au bout qui dépend de mon travail. Alors, si au départ on prend des choses quelconques, c'est plus compliqué. Tout à fait. Jacques Mandorla va venir nous rejoindre dans quelques minutes dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, et avec lui et avec vous, Jean-Louis Crozier, on va parler des travaux qu'a fait le professeur Rocard, par exemple, sur les sourciers et les magnétiseurs. Et évidemment, ce nom vous dit quelque chose. Vous pensez tout de suite à Rocard, l'homme politique. Vous nous raconterez ça dans quelques minutes, Jean-Louis Crozier. Le professeur Rocard, qui a été le père de monsieur Rocard, le politicien français qui a été Premier ministre de la France. Eh bien, c'est de lui dont il s'agit, de son père, donc du professeur Rocard, qui a mené de très très belles études sur les sourciers et les magnétiseurs. Nous en parlerons avec Jacques Mandorla dans quelques instants. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Face à la mer, c'était les Enfoirés sur Sud Radio dans les Aventuriers de l'étrange jusqu'à minuit pendant encore une demi-heure. Nous parlons de la radiesthésie. Vous pouvez nous envoyer vos SMS Sud, un espace, et ensuite vous envoyez votre réaction, votre question au 71 200. Je serai votre porte-parole, ou encore vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 si vous voulez avec grand plaisir participer à cette émission. 0826 300 300. Sud Radio, les Aventuriers de l'étrange. Jean-Louis Crozier est en notre compagnie. Jean-Louis Crozier, radiesthésiste. Un SMS vient d'arriver, Jean-Louis Crozier. Je me dois de vous poser cette question qui demande combien demandez-vous pour rechercher les personnes disparues? C'est facile à vous répondre. Oui. D'abord, la première question, quand je travaille pour la police, gendarmerie ou pour les pompiers, je ne fais pas payer. D'accord. Quand une famille me contacte, donc personnellement, actuellement depuis 5 ans, je prends 180 €, TVA comprise, parce que je paye la TVA en tant que professionnel, si on peut dire. Oui, bien sûr, oui. Et le travail, disons, peut durer 1 jour, 6 mois, 1 an, sans somme un forfait. D'accord. Et pour les malades, alors là, le tarif est un petit peu différent, donc je sonne les gens aussi toujours sur photo, parce que mes clients sont aux 4 coins du monde. Donc je prends 50 €
pour m'occuper d'eux pendant 1 mois tous les jours. D'accord. Très bien. Jean-Louis Crozier, nous avons au bout du fil quelqu'un que vous connaissez bien, Jacques Mandorlage. Bonsoir Jacques Mandorlage. Bonsoir Louis, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Jacques. Je suis ravi de vous recevoir dans les Aventuriers de l'étrange, Jacques Mandorla, car nous avons eu le plaisir tous les deux de nous côtoyer pendant quelques années, lorsque je réalisais l'émission qui s'appelait Les Secrets du Mystère. Ah, exactement, c'était un grand plaisir partagé, croyez-le bien. Et nous avons évoqué pas mal de dossiers ensemble. Alors là, je vous ai demandé d'intervenir parce que vous avez écrit avec Jean-Louis Crozier ce livre dont je rappelle le titre, ABC de la radiesthésie, aux éditions Jacques Granchet. D'abord, est-ce qu'on le trouve encore ce livre? Parce qu'il a été publié il y a quelques années maintenant quand même. Il a une quinzaine d'années, mais il se vend tous les ans très très bien et en progression constante. Donc c'est un livre d'initiation pour la radiesthésie, donc le pendule et la baguette. Et donc il y a toujours des gens qui s'initient grâce à ce livre. Donc le travail que Jean-Louis et moi avons fait continue de porter ses fruits. Nous sommes très heureux, quoi. Bon, on peut donc aller chez un bon libraire, le commander. Il est toujours référencé et on peut se le procurer. Absolument, ou sur certains sites de vente de livres internet bien connus. Donc très bien. Bon, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, excellent. Jacques Mandorla, je vais vous demander de jouer le rôle du témoin, un peu extérieur, nous dire quel est le portrait que vous brosseriez de Jean-Louis Crozier, puisque vous avez eu l'occasion de le côtoyer pendant pas mal de temps. Alors non seulement je l'ai côtoyé, mais en plus je l'ai suivi, je l'ai testé, j'ai enquêté sur ses dossiers. J'ai même été allé plus loin parce que le jour où pour le livre, il m'avait dit qu'il avait, je sais pas si vous en avez parlé, mais donc c'est son côté magnétiseur là qui intervient, qu'il avait soigné les chiens de Dany Saval, l'épouse de Michel Drucker. Michel Drucker l'a fait passer pour le lancement de notre livre dans l'émission Star 90, donc au pavillon de Baltard, ce qui avait un gros impact. Et donc, lors de son passage à Paris, j'avais dit à Jean-Louis, je vais t'organiser une rencontre avec le professeur Rocard, dont on va reparler, grand physicien. Et donc, Rocard l'a testé chez lui, donc dans le 5e arrondissement, et on a vu que les résultats étaient excellents au niveau de la sensibilité radiesthésique, comme disait Rocard. D'accord. Alors, parlons justement de ces expériences qu'a menées le professeur Rocard. En quoi consistait-elle ? Alors le professeur Rocard, donc qui, rappelons-le, en 1962 a été le premier physicien français à écrire à propos des sourciers. Donc c'est un livre qui s'appelait le signal du sourcier. Il a démontré mathématiquement, physiquement, que les sourciers trouvaient l'eau, mais sentaient une différence de potentiel électromagnétique dans la Terre. Donc c'était pas l'eau en tant que telle qui est un corps inerte, mais c'était le fait que ça soit qu'il y ait un champ électromagnétique en somme qui soit là, et ils sont très très sensibles, les sourciers et les magnétiseurs. On peut dire que ces capacités radiesthésiques sont identiques chez les magnétiseurs et les sourciers. D'ailleurs, beaucoup de magnétiseurs peuvent faire de la radiesthésie et des radiesthésistes peuvent être magnétiseurs. Bon, Jean-Louis, il fait les deux. Donc dans la journée il est magnétiseur et la nuit il cherche des disparus avec son pendule. Je ne sais pas quand est-ce qu'il dort, Jean-Louis Crozier, mais bon. Et donc pour moi c'est un des sujets psy, si on peut dire ce terme, un des sujets psy français les plus étonnants, je dirais, du monde contemporain d'aujourd'hui. Sa modestie dut-elle en souffrir? C'est vraiment quelqu'un qui est hors norme. Hors norme et d'une modestie, mais ça les auditeurs de Sud Radio ont dû se rendre compte déjà depuis le début de votre émission, très très modeste, alors que ce qu'il trouve, et on peut donner ses statistiques si vous le permettez, donc enfin je ne sais pas s'il les a bien évoquées, il est toujours discret là-dessus, mais à ce jour, sans me tromper Jean-Louis, il y a eu plus de 1200 recherches que tu as faites. 1283. Voilà, 1283 depuis 1960, ça fait 45 ans. Donc, je vais prendre le chiffre de 2005 parce que 2006 est encore terminé. Voilà, donc sur 1280 recherches, il y a à peu près combien? 400 cas résolus dont on a la réponse aujourd'hui. 1283 recherches que j'ai acceptées. Oui. 170 échecs. Retrouvés 281. Mais surtout, il y a 832 disparus qui sont en attente. C'est-à-dire qu'on n'a pas la réponse, ni par les gendarmes, ni par la police, ni par la famille. Exactement. Donc, mais quand on fait la statistique, c'est-à-dire on enlève ces cas puisqu'on n'a pas la réponse, sur les cas qu'il reste, donc il a 281 retrouvés grâce à ces précisions qu'il a données aux gendarmes, ça veut dire près de 65%. C'est-à-dire que les 2/3 des gens qui ont été retrouvés l'ont été grâce à Jean-Louis Crozier, et il a indiqué sur une carte IGN au 25 millième, c'est-à-dire que la plus grande précision des cartes qui existent en France, et il a indiqué en mettant un point là où son pendule
s'est arrêté, tourné dedans. C'est là, tout à coup, que quand il a ressenti cet écho, que la personne se trouve. Et les gendarmes vont sur place et le trouvent. Oui, tout à fait. Autre cas statistique, il dit toujours si la personne est morte ou vivante, enfin d'après son sentiment. Et là, j'ai regardé, donc j'ai étudié ces statistiques, 100% juste. C'est-à-dire qu'il prévient avant et on trouve la personne dans l'état qu'il a dit. C'est-à-dire morte, hélas, ou vivante. Dites-moi, Jean-Louis Crozier, quand vous indiquez un point et que les gendarmes se rendent sur le lieu et vous disent voilà, on l'a trouvé à l'endroit où vous avez dit, donc ça va, là c'est une réussite, mais s'ils le trouvent à 10, 15 ou 20 mètres, combien de mètres vous accordez-vous Disons, c'est la pointe de mon pendule qui me donne le point de précision. Plus mon pendule est vraiment pointu, je peux travailler à 40-50 mètres près sur la carte. D'accord. Oui, mais ce que Jean-Louis dit pas, c'est qu'il considère qu'il fait échec s'il a trouvé à plus de 500 mètres de l'endroit qu'il a donné. Je trouve qu'il est très sévère avec lui-même, parce que 500 mètres, c'est pas beaucoup, mais lui dit, pour une battue des policiers et des gendarmes, c'est beaucoup, 500 mètres. Et je trouve qu'il est sévère. Parfois, en Australie, en restant chez lui à Aubenas, dans l'Ardèche, il a indiqué, je me souviens, c'était un enfant qui avait été enlevé, un kidnapping. C'était à plusieurs milliers de kilomètres que l'enfant a été trouvé. Et donc il s'était trompé de, je sais pas, quelques 800 ou 900 mètres, hein, Jean-Louis, ou 1000 mètres. Et il a dit échec, mais nous étions à 3000, enfin il était à 3000 kilomètres de distance. C'était ce cas, Jean-Louis Crozier? Honnêtement, de mémoire, là, j'ai pas vous en souvenez pas. L'image vraiment dans la tête. Mais d'autres affaires on m'a dit que je m'étais trompé de 100 mètres, alors que j'ai des milliers d'hectares à prospecter. Et le médecin qui m'avait contacté, quand j'ai dit que sa mère était morte, il était d'abord parti sans me dire au revoir ni même merci. Puis 3 semaines après, ou quelques jours après, dans le journal, Madame 2 a été retrouvée morte. Bon, j'espérais un appel de sa part, qui n'est pas venu. Et alors, un beau jour, peut-être 15 jours après, je lui ai téléphoné. Il me dit, oui, mais effectivement, vous avez raison, ma mère est morte, mais alors vous êtes trompé. Je dis, mais alors, où c'est qu'on l'a retrouvée? J'ai les cartes sous les yeux, dites-moi où exactement on l'a retrouvée. Il m'a dit, on l'a retrouvée à 80 mètres de là où vous m'avez dit. Je dis, mais monsieur, je me suis trompé. Donc, je marque échec sur des milliers d'hectares. Oui, effectivement. Vous placez la barre très haut, hein, Jean-Louis Crozier, vraiment. C'est normal, parce que si je veux avoir mon crédit au point de vue gendarmerie, quand je dis à des hommes grenouilles, il faut plonger là, parce que c'est là qu'il y a le corps du disparu. Et encore maintenant, on m'interdit depuis longtemps d'aller travailler au bord de l'eau parce que j'ai fait peur à mon chef de corps à l'époque pour rechercher 2 enfants qui s'étaient noyés. À ce qui paraît que je suis devenu de toutes les couleurs, que j'étais d'une couleur de bleu, de vert, de l'arc-en-ciel. Et ils ont cru qu'ils me ramenaient en ambulance à l'hôpital et en urgence. Il m'a dit, jamais plus tu viendras travailler au bord de l'eau, tu travailleras sous tes cartes, et jamais plus on veut te voir comme ça, tu nous as fait trop peur. Jean-Louis, ça vient pas du fait d'ailleurs que quand tu étais petit, si je me souviens bien, tu as failli te noyer. Oui, ça c'était, disons, une approche déjà. Alors est-ce que ça t'a pas marqué psychologiquement depuis? Pas du tout. Non, tu penses? Jacques Mandorla, parce que bon, ça fait quand même longtemps que vous avez écrit ce livre, hein, donc vous n'avez peut-être pas tous les cas fraîchement en mémoire, mais quel est le cas qui vous a le plus impressionné quand vous avez travaillé avec Jean-Louis Crozier? Alors moi, disons, s'il faut en choisir un, et ça c'est très difficile parce qu'il y en a tellement dans ceux qu'on a évoqués dans l'ABC de la radiesthésie. Moi, il y en a un qui m'a beaucoup intéressé, c'est parce que j'étais un fan de ce duo comique qui s'appelait Les Frères Ennemis. Ah oui, exact. Teddy Vrignot et André Gaillard. Et donc l'un des deux a disparu avec une voiture extrêmement bizarre parce qu'elle était colorée, je crois, en noir et doré. Il l'avait fait repeindre, donc on pouvait la voir de loin, si j'imagine. Et donc André Gaillard est allé voir Jean-Louis Crozier et Jean-Louis lui a dit que pour lui, Teddy Vrignot était dans sa voiture et le tout dans la Seine, près du pont de Puteaux. Si je me souviens bien, hein. Et donc André Gaillard ne l'a pas cru et donc n'a jamais lancé une recherche par les pompiers ou les plongeurs de Paris pour aller voir. Donc un jour on va peut-être draguer cette partie de la Seine et puis retrouver la voiture, la carcasse et peut-être un cadavre dedans, mais il n'y a pas eu de recherche de fait et je trouve ça dommage parce qu'il avait été d'une précision terrible. Il a donné le pilier même du pont, à quel endroit où il faudrait aller. Il n'y a pas de réponse, donc on ne peut pas la juger, cette recherche. Mais je pense, ça me fait penser cette situation à une disparition que j'ai faite à Calais. Donc on me contacte une famille que le mari qui était officier de douane sur le port de Calais avait disparu un soir en quittant son travail.
Et aucune trace, plus de voiture, pas de bonhomme, rien. L'enquête est déclenchée parce qu'on faisait même des suppositions qu'il y a peut-être eu un trafic, etc., etc. Bon, comme bien souvent on prend beaucoup dans ces domaines-là. Et puis donc la famille a entendu parler de moi, il me contacte, il m'envoie donc un plan de Calais avec des photos de ce monsieur. Et tout de suite, je dis, il est mort. Dans mon bureau, j'étais dans mon bureau là. Et au bout d'un instant, je dis, mais il est mort, il est dans l'eau, mais quelle eau? Est-ce que c'est de l'eau douce ou est-ce que c'est de l'eau salée? Et résultat, eau salée. Bon, je prends mon pendule, je commence mon travail, et dans un angle d'un des bassins de Calais, j'obtiens un écho qui avait une masse métallique à cet endroit-là. Je donne ce résultat à la famille par téléphone. Ils me disent, mais il y a tout le temps un bateau là, c'est pas possible que la voiture ait pu passer parce qu'il y a le bateau de la douane qui est tout le temps amarré, toutes les nuits. Très souvent, parce que pas souvent. C'est pas possible. Mais quand même, bon, ils ont eu un petit doute. Ils avaient un ami qui avait un petit bateau avec un petit sonar. Et il vient donc frôler le bateau de la douane. Et son sonar détecte un volume au fond du bassin, dans l'angle que j'avais indiqué. Alors ils avertissent la police du port, qui a envoyé un autre bateau mieux équipé, qui lui aussi repère cet obstacle, disons. Bon. Résultat, ils font venir un bateau avec des hommes grenouilles, et l'homme grenouille plonge et il dit, mais il y a une voiture là. On dit, mais c'est pas possible, mais comment ça se fait? Et après, quand on a reconstitué l'affaire, c'est qu'on s'est aperçu que le jour de l'accident, la disparition de ce monsieur, le bateau était sorti et il y avait un brouillard énorme sur le port de Calais. Et lui, en quittant son poste de travail, au lieu de tourner à gauche, il a continué tout droit. Il n'a pas vu qu'il était au bout du quai. Et il a plongé direct dans la mer, quoi. Et donc, on a retrouvé son corps 1 an et demi après, et la voiture. Et d'ailleurs, à l'époque, la Voix du Nord peu de temps après, m'a envoyé un journaliste qui restait 2 jours à Aubenas, qui a justement fait une enquête, comme on dit, de voisinage, qui posait des questions dans les restaurants, dans les cafés, tout ça, avant de venir me voir, pour voir un peu comment j'étais perçu dans ma ville. Et après, il m'a fait pratiquement une page entière dans la Voix du Nord. Et là, il m'a passé beaucoup de la pommade, je trouve. Jean-Louis Crozier, il y a un SMS qui vient d'arriver. Donc je vous rappelle que pour envoyer et participer à cette émission avec vos questions, vos réactions, vous tapez Sud, un espace, vous écrivez votre réaction et vous l'envoyez au 71 200. Il y a un auditeur ou une auditrice qui demande lors de recherche, lorsque vous êtes en état de recherche, en train de travailler, est-ce qu'il y a des modifications dans votre corps? Est-ce que votre sang se modifie, votre tension artérielle se modifie? Est-ce que vous sentez un changement comme ça dans votre corps? Je cherche à rester absolument neutre. C'est-à-dire que je fais mon travail, je me pose des dizaines ou des centaines de questions suivant les cas. Des fois ça va très vite. Mais je ne cherche pas à avoir, disons, je ne dis pas que je suis en transe. Je n'aime pas, disons, raconter des histoires. Je suis en somme réveillé, normal. Mais mon cerveau travaille peut-être des fois un peu trop. Puisque j'ai quelques séquelles maintenant. C'est-à-dire que vous vous oubliez, quoi. Vous essayez d'être le plus transparent possible. Oui, moi, disons, il faut que je me mette dans la peau on pourrait dire, du disparu, essayer de le comprendre, essayer de le saisir. Et parfois, ça va très vite. Vous avez des disparitions qu'en 10 minutes, c'est réglé, c'est fini. Et puis alors, vous en avez que vous traînez pendant des années, ça. Jacques Mandorla, un autre SMS vient d'arriver qui demande comment sait-on qu'on est radiesthésiste? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se tester tout seul? Par exemple, aller dans une librairie, je sais pas, ou se fabriquer un pendule. Comment peut-on faire pour se tester tout seul, savoir si on a une capacité ou pas? Alors déjà, un pendule, vous pouvez évidemment en acheter, mais vous pouvez aussi en fabriquer très simplement vous-même avec, on dit toujours le principe de base, on arrache un cheveu et puis on prend une alliance, une petite bague qu'on prend au bout. C'est le pendule de base. C'est vrai, c'est vrai. Donc bon, après, il y a des pendules plus sophistiqués, de Mermet, de Luzy, ou alors celui de Jean-Louis Crozier, mais il n'est pas en vente dans le commerce, il a fait faire le coquin spécialement pour lui. Il nous l'a raconté, oui, c'est vrai. Donc celui-là, il est introuvable, il vaut une fortune. Et donc à partir de là, effectivement,
Il y a des tests très très simples. Comme Jean-Louis vous l'a déjà expliqué, le principe de la radiesthésie, c'est un rapport, je dirais, c'est des conventions mentales. Donc on définit soi-même une méthodologie de réponse en fonction des parcours du pendule. Quand il tourne à droite, en général, les gens disent ça sera ma réponse, ça veut dire oui à la question que j'aurais posée. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça sera non. Et quand ça oscille dans le plan, quand ça fait des oscillations comme ça, c'est neutre. C'est-à-dire pas de réponse, il faut recommencer, reposer une question. Donc ça c'est le principe. La grande difficulté, mais ça il faudra qu'on demande à Jean-Louis parce que c'est lui le professionnel, la grande difficulté c'est de pas s'auto-persuader ou s'auto-influencer pour essayer de donner une réponse qu'on a envie consciemment de donner, alors que justement Jean-Louis l'a expliqué, il faut rester très neutre, il faut rester, on dirait aujourd'hui, faire un lâcher-prise, quoi, c'est-à-dire être vraiment distancié de la problématique qui est posée pour être complètement concentré sur ce qu'on recherche. Se concentrer en même temps en dehors du sujet, c'est-à-dire rester toujours neutre. Ne pas être impliqué, quoi, personnellement. Oui, tout à fait. Oui. Mais alors, Jacques Mandorla et Jean-Louis Crozier, là, je vous pose la question à tous les deux. La radiesthésie, c'est ancien comme méthode d'utilisation pour avoir des réponses? Historiquement, effectivement, on trouve des traces. On a trouvé des pendules dans des tombeaux égyptiens. Ah bon? Absolument. On a au Moyen Âge, c'était vraiment des recherches très très abouties. Je pense à l'époque de Richelieu, par exemple. Ensuite, il y a eu les Beausoleil, le couple Beausoleil, qui avait créé des baguettes spécifiques pour rechercher l'or, l'argent. Il y avait des baguettes chaque fois spéciales et des approches spéciales. Et puis on peut dire que Moïse était un sourcier, puisqu'avec son bâton, il a fait jaillir l'eau du désert du Sinaï. Donc on peut dire que c'est lié à l'homme et à ses capacités paranormales presque depuis que l'homme existe, je dirais, ce type de sensibilité. Je pense qu'il y a eu des sourciers et des radiesthésistes, même s'ils le faisaient sans connaître le mot, parce que le mot lui-même date de 1929 de l'abbé Bouli. Il a pris de deux mots, radiesthésie, donc grec et latin, il a mélangé d'ailleurs deux langues pour dire la sensation, je dirais, voilà. Mais ce mot est donc très récent puisqu'il date de 1929, mais en réalité c'est un art que pratiquaient les gens. La rhabdomancie, par exemple, c'est-à-dire la divination par la baguette, existait depuis des milliers d'années. Les anciens la pratiquaient depuis très longtemps, quoi. Jacques Mandorla, revenons, parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout du sujet, sur les recherches, les études qu'a mené le professeur Rocard. Il était physicien, il a étudié les sourciers ou les radiesthésistes. Est-ce qu'il est arrivé à des conclusions intéressantes pour expliquer, ou du moins commencer à expliquer ce phénomène? Oui, je crois que la base de sa théorie était la suivante, c'est-à-dire que je me souviens, moi, il m'a écrit en 1986 suite à mon livre Le Guide des guérisseurs, la première édition qui sortait à l'époque, parce que chez un magnétiseur, puisque c'est une enquête sur 300 guérisseurs en France, et donc sous un faux nom, on allait se tester des guérisseurs, et j'ai eu une manifestation, on va dire physiologique, à l'issue d'une séance chez un guérisseur où j'ai eu des douleurs dans les arcades sourcilières. J'ai donc écrit ça en disant que j'ai pas compris ce qui se passait. Et j'ai reçu quelques semaines après la sortie du livre une lettre du professeur Rocard qui me disait contactez-moi d'urgence, ça correspond à une de mes théories. Alors je suis allé voir ce monsieur qui était très respectable, il était déjà retraité à l'époque, et qui m'a dit voilà, ma théorie est la suivante, je pense qu'on a de la pierre d'aimant dans le corps et essentiellement dans les arcades sourcilières. En tout, il a trouvé 8 endroits dans le corps humain. Chacun de nous a de la magnétite, c'est-à-dire de la pierre d'aimant. Donc on est magnétique finalement. D'accord. Et donc il dit les magnétiseurs et les radiesthésistes, eux en ont plus, et y compris dans les mains, et cette sensibilité est encore plus forte chez eux. Et il pense qu'il y a à peu près une personne sur 10 000 qui a ce type de capacité dans la population. Et donc à partir de là, il a commencé à s'intéresser. Alors depuis, ça a été prouvé, c'était une théorie au départ, mais on a trouvé dans des cadavres, on a travaillé, on a bien trouvé la magnétite dans le corps humain. Donc elle existe. On est donc des aimants, nous sommes des aimants, quoi, finalement, avec une hypersensibilité. Et quand Jean-Louis ou ses collègues passent près d'une source et la ressentent, c'est cette sensibilité qu'ils ont en eux qui est une sorte de détecteur, finalement, comme un détecteur électronique
pour trouver des masses métalliques. C'est exactement le même type de réaction, on va dire, électronique. Oui, dans le corps. Oui. Et alors donc Rocard avait mis au point des appareillages. J'ai fait beaucoup de tests avec lui avec des magnétomètres à protons prêtés par le CNRS, des appareils très très coûteux. Mais à l'opposé, il était une sorte de professeur tournesol. Il avait bidouillé des appareils. Et d'ailleurs, quand je lui ai fait rencontrer Jean-Louis Crozier, donc ça c'était en 1990, le 18 juin, je me souviens, date historique. Oui. Et donc chez Monsieur Rocard. Et donc là, il fait tester, par exemple, avec un grand pendule, c'est-à-dire qu'il y a un fil le long d'1 mètre, pour pouvoir calculer plus facilement et ne pas mesurer la notion de temps pour des raisons de formules mathématiques, physiques par rapport à la période du pendule. Et le poids du pendule, enfin de la boule qui était au bout, c'était 400 grammes. Alors qu'un pendule normal fait en moyenne 30 à 40 grammes. Celui de Jean-Louis Crozier doit faire combien? 120 grammes, Jean-Louis? Jean-Louis Crozier, votre pendule pèse combien à peu près? 120 120 grammes? 100 grammes, oui. 100 grammes, c'est ça. Ce qui est très lourd déjà. Et le pendule du professeur Rocard, c'était 400 grammes. Alors je lui dis... Et je le tenais, disons, j'avais une longueur de fil d'environ 1m20 ou 1m40. Voilà, très long, oui. Absolument. Et alors, quand on demande à Rocard pourquoi il faisait ça, il a dit d'abord parce que si on a un poids très lourd comme ça, on ne peut pas tricher. C'est-à-dire que si quelqu'un veut vraiment changer la trajectoire du pendule, il est obligé de faire un grand geste avec le bras et on voit tout de suite qu'il a triché. Oui, tout à fait. Donc déjà, il y a aucune possibilité de tricherie. Et donc, son test était très simple. Il demande au radiesthésiste qui est testé, ou à la personne qui est testée, de lancer ce pendule donc dans le plan horizontal devant lui, et de mettre en même temps, donc ça c'est en tenant le pendule dans la main droite, et dans la main gauche de mettre un trousset de clé sur la tempe pour créer une réaction électromagnétique d'après lui. Et à partir de là, on compte au bout de combien d'oscillations le pendule va finir par sortir du plan et commencer à faire une ellipse, une petite, puis une moyenne, puis une grande. Et donc Jean-Louis était évidemment, ce qui ne m'a pas étonné, dans les meilleurs résultats que le professeur Rocard ait trouvé depuis des dizaines d'années, quoi. Mais pour finir de parler du professeur Rocard, que j'ai beaucoup apprécié, c'est que je pense que je lui ai laissé un souvenir qu'il a longtemps perturbé, c'est qu'il a accepté que je trouve de l'eau, des choses, en étant sur un terrain, donc sur place, mais que je travaille pour les disparus que sur des cartes qui viennent du monde entier, et que je ne vois pas les gens, que j'ai juste une photo. Ça le dérangeait beaucoup, ça. Ah oui, c'est vrai, ça, il comprenait pas. Ça lui paraissait incrédible, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai. Il y avait des preuves, quoi. Oui, c'est vrai. Ça lui paraissait complètement anachronique, quoi. Ah on le comprend à moi. Vous êtes un cas spécial, Monsieur Crozier, si je puis me permettre, avec tout le respect que je vous dois. Non. Alors Louis, vous savez, moi, mon seul désir, avec les problèmes que j'ai, de santé, c'est vrai, mais mon seul désir actuellement, c'est pas d'avoir des médailles ou des parchemins, c'est de retrouver encore au moins un disparu. De le retrouver vivant. Si vous voulez, c'est mon plus grand désir, c'est le désir de la vie, quoi, tout simplement. Parce que ça vaut tellement le coup, même quand on a des problèmes, de penser un peu aux autres. Complètement. Jacques Mandorla, Jean-Louis Crozier, vous restez avec nous une dernière pause et on se retrouve tous ensemble parce que j'ai encore une ou deux questions à vous poser parce que c'est quand même intriguant cette capacité que vous avez, Jean-Louis Crozier, de pouvoir, comme vous l'avez dit, trouver quelqu'un qui se trouve à plusieurs milliers de kilomètres de vous, rien qu'avec un pendule sur une carte, tout en ne bougeant pas de votre bureau à Aubenas, dans l'Ardèche. C'est quand même fascinant. Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Más que nada, c'était Black Eyed Peas avec Sergio Mendes sur Sud Radio, 23h51. Il nous reste encore quelques belles minutes à passer en compagnie de nos invités Jean-Louis Crozier, radiesthésiste, et Jacques Mandorla, journaliste, auteur de plusieurs livres sur les phénomènes paranormaux, et notamment ce livre qu'il a coécrit donc avec Jean-Louis Crozier, que je vous recommande, qui s'intitule ABC de la radiesthésie. C'est aux éditions Jacques Granchet. Il est disponible chez tous les bons libraires. Vous pouvez le commander. Il est encore largement référencé. Jean-Louis Crozier, pour boucler la boucle en quelque sorte, et en votre compagnie également Jacques Mandorla, j'aimerais quand même revenir sur deux choses. La première chose, est-ce que le pendule, est-ce que la radiesthésie peut permettre de prédire l'avenir? À votre avis, Jean-Louis Crozier? Personnellement, je n'ai jamais fait ce genre de travail, c'est-à-dire prédire. Non, je ne le fais jamais, moi. Je me contente, ou disons, les disparus,
encore les disparus, et le magnétisme pour soigner les gens qui ont des problèmes de santé. Oui. Je me consacre à ces deux choses en tout et pour tout parce que les sources, c'est quand j'ai le temps pour faire plaisir à Oui, une bien commune, sûr. Oui. mais j'ai des priorités et le reste est assez accessoire pour moi. Bien. Jacques Mandorla, qu'en pensez-vous? Je suis complètement d'accord avec Jean-Louis Crozier. D'abord, c'est à l'honneur de dire cela. Deuxièmement, c'est parler de divination, par exemple, pour le futur, à base du pendule, ça serait pas sérieux. La meilleure preuve, Jean-Louis Crozier trouve des gens qui ont disparu, il les fait retrouver grâce à son talent, alors que s'il s'essaye à jouer au loto les 6 chiffres, il gagne pas, hein, Jean-Louis. Il n'y a qu'une chance sur 14 millions. Hein. Voilà, mais pas plus, parce qu'il est radiesthésiste. Donc voilà, la limite est là, et c'est mieux qu'il aide les êtres humains pour être meilleurs et en meilleure santé et vivants que de faire croire à des choses qui seraient fausses, quoi. Ouais. Alors Jean-Louis Crozier et vous Jacques Mandorla, parce que Jacques Mandorla, vous vous êtes évidemment posé la question comme nous on se la pose. Jean-Louis Crozier, je vais vous la poser à vous pour commencer. Avez-vous une idée de quel mécanisme vous mettez en branle lorsque vous vous penchez sur une carte avec la photo d'une personne disparue que vous cherchez, qui est à des milliers de kilomètres de Aubenas en Ardèche où vous vous trouvez? Est-ce que vous avez une idée de ce que vous faites, ou plutôt de comment vous le faites? Bien, les Américains m'ont baptisé l'homme au radar. Oui. C'est-à-dire qu'ils considèrent que je travaille comme un radar quand il est en état de marche, qu'il cherche quelque chose. Donc, au départ, on a une définition de chercher un objet, c'est-à-dire ça peut être un avion, ça peut être une fusée. Et donc, moi, je cherche le contact sur quelqu'un par rapport à une photo, et j'envoie une onde en direction des 4 points cardinaux, parce qu'on ne sait jamais où se trouve la personne. Oui. Et en somme, cette onde me revient, et c'est là que le pendule se met à réagir. C'est tout simple comme image, quoi. On m'appelle l'homme au radar, bon, mais ça me dérange pas. Oui, mais alors, pourquoi est-ce que vous avez ce radar? C'est quand même extraordinaire. C'est quand même, voilà, on arrive au nœud du problème, si j'ose dire. Alors ça, je suis pas suffisamment instruit, il y a tellement de réponses possibles en fonction des scientifiques que vous aurez devant vous. Ouais. Bon, mais on vous donnera beaucoup de réponses ou de versions différentes, parce que je pense qu'on est tous un peu à la recherche un peu de son Graal, encore. Ouais. Jacques Mandorla, c'est vrai que l'homme radar, c'est une belle image finalement. C'est une belle image. Moi, j'ai personnellement une interprétation du talent, du don, enfin j'aime pas trop le mot don, mais dans des capacités que Jean-Louis Crozier manifeste depuis plus de 45 ans. Oui. D'abord, il faut reconnaître, vous l'avez dit, il reste à Aubenas, dans l'Ardèche, dans sa maison. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin, et il ne veut surtout pas se déplacer sur le lieu où la personne a disparu. Ça ne l'intéresse pas et ça n'apporte rien de plus. Donc il reste chez lui. Pour moi, c'est de l'ordre télépathique, c'est mon interprétation. C'est-à-dire qu'il entre par sa neutralité, comme il dit, c'est pas sa concentration, mais le fait d'être neutre, il se met tout à coup en contact télépathique, et ça, on sait que ça fonctionne à distance à des milliers de kilomètres, hein. Tous les tests qui ont été faits dans le Nautilus, le sous-marin américain, ou par les Russes, on sait que ça fonctionne. Donc, il entre en télépathie, finalement, vibration énergétique, avec la personne qu'il recherche. Il a la photo devant lui. Il se met en résonance avec elle, quoi. En résonance, absolument. Voilà, je pense, c'est une interprétation personnelle, que c'est d'ordre télépathique, vibratoire, en tout cas. Oui. Je viens de recevoir un SMS là d'un auditeur qui nous l'a envoyé, ou d'une auditrice, et c'est vrai que ça pourrait être une jolie conclusion. Est-ce qu'un jour, avec l'évolution de la science et de l'homme, la radiesthésie pourra faire partie, par exemple, des 5 sens, donc on en aurait 6, au même titre que la vue, par exemple. C'est vrai que ça pourrait être ça la conclusion de cette émission. Peut-être que la science un jour va découvrir comment ça fonctionne. Ça peut être une conclusion. Mais aussi, il peut y en avoir une autre, c'est que dans 20 ou 30 ans, quand on aura tous notre petit grain de riz, genre de petites puces électroniques, on sera tous immatriculés, qu'on aura greffé, le métier de radiesthésiste sera pratiquement presque plus utilisable. Disons, on n'aura qu'à brancher son GPS et puis on vous dira, mais un tel, il est là. Oui, on déclenche la balise Argo si on sait où on est, quoi. Tout simplement. Ça, c'est le côté un peu sombre quand même. Ah oui, ça serait dommage. Non, mais il y aura quand même toujours des petites exceptions, disons, parce que
toute la population mondiale ne pourra pas avoir sa petite puce. Ouais. Puis après, ça fera du monde sur le réseau, quand même. Dites-moi, Jean-Louis Crozier, si je puis me permettre, vous avez quel âge? Je vais avoir 63 ans dans 15 jours, 3 semaines. Oh, vous êtes jeune, donc, et bon anniversaire par avance, donc. Merci beaucoup. Si je puis me permettre. Mais est-ce que vous avez pensé à former quelqu'un pour vous succéder? Est-ce que c'est envisageable d'abord? Il y a beaucoup de gens qui me demandent de faire des cours de radiesthésie. Et me connaissant, je m'excuse de parler comme ça, mais si j'ai, mettons, 100 élèves qui viennent participer à un séminaire, je suis presque certain qu'il faudra que je fasse plusieurs séminaires pour peut-être trouver une personne que je dirais, si je disparais, je lui ferai confiance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont attirés, mais aussi qui sont attirés par l'argent. Je pose les pieds dans le plat, disons. Oui, mais il faut. Il y en a qui pensent qu'on gagne de l'argent, mais on gagne de l'argent, c'est vrai, si on a des clients. Les clients, moi, je préfère avoir 10 000 petits clients que quelques clients de la jet set. Quand on est à la mode pendant 6 mois et puis on vous oublie. Bon, il y a des personnes comme Madame Saval-Drucker. C'est une personne que j'ai une bonne relation avec elle. Je peux lui téléphoner quand je veux, mais je ne vais pas la déranger pour lui dire « Oh, j'ai retrouvé un disparu de plus ». Il faut quand même respecter la vie des gens. Et pour faire des expériences, pour dire un tel a vraiment une sensibilité, j'ai des tests qu'il serait très dur à passer. Mais disons, je ne ferai pas de cadeau. Mais vous envisagez quand même de vous mettre à la recherche d'un possible successeur. J'ai ma fille qui a une bonne sensibilité, je pense. Mais bon, elle a un travail, elle est bien occupée. Pour l'instant, elle s'est amusée, mais il n'est pas dit qu'elle aussi, un jour, elle ne change pas d'avis. Bon. Mais vous savez, personne n'est irremplaçable. Tout à fait. Le cimetière est plein d'irremplaçables. Moi, j'ai le cimetière juste à côté, alors c'est pas un problème. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Louis Crozier, pour votre gentillesse. Merci également pour ce que vous faites pour les autres. Je remercie les auditeurs d'avoir bien téléphoné et merci à Jacques aussi. Jean-Louis, je t'en prie. Je voudrais dire, moi, de mon côté, que j'aimerais bien qu'on puisse cloner Jean-Louis Crozier, qu'on en fasse un clone pour l'avenir. Parce qu'il y en a très peu comme lui en France, et ça serait bien qu'il y ait effectivement une pérennité. Alors, ne me mettez pas en congélation parce que je n'ai pas confiance au système. Très bien. Merci beaucoup, Jacques Mandorla. Merci, Louis, c'est moi. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour d'autres dossiers. Bien, dans les aventuriers de l'étrange. Jean-Louis Crozier, merci beaucoup pour votre gentillesse et à très bientôt, j'espère. Merci à tous et merci à Sud Radio aussi. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedit, les aventuriers de l'étrange. Che Silorio Massarini, soutiene Retina Force. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio. J'aurai grand plaisir avec toute mon équipe à vous retrouver samedi et dimanche prochain pour d'autres émissions des aventuriers de l'étrange. En attendant, si vous vivez quelque chose de particulier, quelque chose qui vous semble être de l'ordre du paranormal, vous savez que nous sommes à votre disposition pour vous aider. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 tout au long de la semaine. Vous nous laissez une partie de votre témoignage et surtout n'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées pour que l'on puisse vous rappeler, en discuter avec vous et vous mettre en relation avec les meilleurs spécialistes dans le domaine qui vous intéressera. 0826 300 300 donc pour les aventuriers de l'étrange, c'est le numéro de téléphone de notre répondeur qui ne dort jamais et qui est toujours à votre disposition. Merci à Grégory qui a réalisé cette émission, merci à Cyril qui était au standard comme tous les week-ends et merci également à Pierre Massias qui m'épaule fidèlement pour construire cette émission. Je vous souhaite encore une excellente semaine, une belle nuit et à samedi prochain.